Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et bien le bonjour à tous, mes très chers ruralistes, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, où on va se retrouver comme promis pour le deuxième volet de cette petite thématique à Eldari. Cette fois, on va se concentrer sur le fameux codex. Donc le codex en cours, le codex de la V10, un très très beau codex, il n'y a rien à dire de plus, c'est un beau morceau, et on va naturellement décortiquer la chose, non pas dans un angle trop technique et encore moins méta, plutôt sous le prisme du joli projet fun et ou narratif qu'on va pouvoir y mener. Donc ce codex, il répond tout simplement aux exigences que sont celles d'une belle gamme. Là, on est dans le modèle complètement opposé de codex petits comme World Eater par exemple, où les règles en fait vont vous en faire des caisses autour d'une gamme très réduite. Ici, on parle Eldar et tout comme on parlerait Orc ou Space Marine ou Necron, on est sur une gamme très large, d'une faction très historique et naturellement, le codex n'a aucun mal à vous offrir des détachements très différents de l'un de l'autre. Tant et si bien que dans ce bouquin, on peut très bien aligner une bonne 10 voire douzaine de projets complètement différents d'armées à l'ADN radicalement opposé. Si je prends le bouquin en lui-même, écoutez, pour une fois, il n'est pas décevant, honnêtement, dans cette V10. Vous avez une section lore qui tient tout à fait la route et qui, de plus, présente l'énorme avantage de vous présenter un lore actualisé par rapport à tout ce qui a pu se passer période V7, V8. Donc, vous aurez tout, vous aurez les Inari, la fracture de Bieltan, les Harlequins et blablabla. Donc, on a un lore à la pointe. Je l'ai lu en anglais, je l'ai parcouru en anglais, j'allais pas tout me retaper, donc je ne saurais trop vous dire si l'adaptation française, la traduction française est au niveau. Ce n'est pas souvent le cas, on va pas se mentir, mais en tout cas, un bouquin qui ne déçoit pas et un bouquin réellement parmi les plus gros de cette V10 parce qu'il regroupe bien plus que de simples Eldar. Vous allez le voir, l'effectif en datasheet est vraiment hyper fou, quoi. Bon, avant d'en venir au détachement et aux différents types de gameplay possibles, on va s'attarder quelque part sur la règle d'armée. En gros, ça va être quoi la règle qui s'appliquera à tous les détachements dont on va parler ensuite? Cette règle d'armée, elle consiste à récolter des pions à chaque tour, ce qu'ils ont appelé les Battle Focus Tokens. Vous en aurez 4, par exemple, au début de chaque tour, en format 2000 points. Donc 2 en format 1000, 6 en format 3000, etc. Et donc ces Battle Focus Tokens, ces petits jetons, ils vont vous donner accès aux manœuvres agiles. Qu'est-ce que c'est qu'une manœuvre agile ? C'est une règle que vous allez pouvoir déclencher un peu quand bon vous semble et qui va beaucoup tourner autour du mouvement. Parmi ces manœuvres agiles, qui du coup portent très bien leur nom, on va retrouver un +2 en mouvement pour de l'infanterie. Donc l'Eldar de base, il se déplace déjà plus vite, donc +2 en mouvement. Ensuite, un mouvement bonus de véhicule qui cette fois va se déplacer de D6 plus 1. Très bien. Un mouvement d'engagement et de consolidation respectivement 6 pouces chacun. Un mouvement réactif de D6 plus 1 si vous êtes engagé au corps à corps et que votre ennemi bat en retraite. Donc l'ennemi fuit, on peut rebouger directement. Un autre mouvement réactif qui va faire suite cette fois à un tir essuyé. Voilà, vous vous faites tirer dessus. À la fin de la phase de tir, vous allez pouvoir bouger de D6 plus 1 encore une fois. Et pour finir, une dernière manœuvre agile qui va empêcher l'adversaire d'effectuer contre vous un tir en état d'alerte. Vous l'aurez compris, il y a du mouvement
partout, faisant de l'armée Eldar tout simplement l'armée la plus mobile du jeu. Ça va mover sans arrêt. Donc tout est énorme en vérité. Un plus de move sur de l'infanterie, c'est d'enfer. N'oubliez pas qu'on peut même appliquer ça à des troupes volantes. Donc là, vous allez pouvoir vraiment commencer à traverser une table entière. Tous les mouvements réactifs sont très précieux. Si l'ennemi désengage un corps à corps, généralement, c'est pour faire quoi derrière ? C'est pour vous tirer dessus. Là, vous avez dans votre main un D6 plus un move qui potentiellement peut vous faire aller derrière une ruine, vous empêchant de vous faire tirer dessus du coup. Donc tout est mortel, pareil, l'engagement et la conso à 6 pouces, ça ne paraît pas, mais lors de charges multiples par exemple, ça peut faire complètement foncer une de vos unités ayant chargé. Tout est cool, vraiment tout est cool. Et naturellement, l'anti-Overwatch, l'anti-tir en état d'alerte, là, c'est vraiment du caviar, surtout quand on joue Eldar, qu'on a une petite endurance et qu'on n'est pas du tout protégé contre quoi que ce soit en vérité. Un simple bolter, l'Eldar, ça va toujours faire un malheur. Donc, une règle d'armée directement, mais excellentissime, qui quelque part nous donne quelques premiers indices par rapport au gameplay Eldar dans sa globalité. On va avoir donc l'armée la plus mobile du jeu, qui va consister à faire bouger des unités, elles, extrêmement fragiles, bien souvent très très spécialisées. Plus que jamais dans cette V10, l'armée Eldar est clairement une armée d'élite hyper mobile qui n'aura jamais le droit à l'erreur. Donc par le droit à l'erreur, j'entends quoi ? J'entends vous exposez une de vos troupes, elle va mourir, c'est une certitude. Vous avez une endurance de 3, vous n'avez pas beaucoup d'armure, le top de la protection qu'on ait dans une armée Eldar, ce sont des invus à 5 sur vos guerriers aspects par exemple, c'est bien peu de choses dès lors qu'en face ça tire fort. À aucun moment vous avez le droit à l'erreur, ce qui nous donne du côté Eldar une mécanique de trade qu'on va vouloir éviter. Pour rappel, c'est quoi le trade ? C'est que, vous exposez une troupe, vous faites des dégâts à votre adversaire, ensuite votre troupe se retrouve à découvert et là elle prend la sauce. Donc si on fait ça avec une unité à 100 points et qu'on parvient à pulvériser une unité de 200 points, même si on meurt après, ça reste un trade positif. Du côté d'une armée Eldar, cette mécanique de trade, on va vouloir l'éviter. L'Eldar, il ne va accepter qu'un trade unilatéral, c'est-à-dire une absence d'échange avec l'adversaire. Donc on parle de faire du dégât et de n'en recevoir aucun en contrepartie. Parce que tout coûte très cher en points dans ce codex, donc il va falloir jouer fourbe parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'essuyer trop de pertes. En gros, il va s'agir de faire subir un énorme 49-3 à votre adversaire. C'est en gros, t'as préparé ton plan là comme tu veux et tout. Et non, bam, hop, je sors le 49-3, t'auras le droit à rien. Et donc, dans ces manœuvres agiles qu'on vient de passer en revue, il y a clairement des outils qui vont vous encourager à faire ça. Quand on va jouer Eldar, on va avoir tendance à longer les murs. Parce que ces manœuvres agiles et ces petits mouvements bonus, ils vont être très très sympa pour pouvoir vous replier derrière un élément de décor. Par exemple, je tire, hop, manœuvre agile, je retourne derrière un mur. L'ennemi désengage, je suis proche d'un décor, poup poup, D6 plus 1, je fais un 4, hop, 5 pouces, je retourne derrière un mur. En gros, tout ça, ça va être des contre-trades quelque part. Quand l'ennemi pense vous avoir dans sa poche, non, là vous dégainez une manœuvre agile qui va mettre tout son plan à l'eau, quoi. Donc il y a vraiment des choses extrêmement puissante à faire avec ces manœuvres agiles, donc favorisant une mécanique de trade unilatérale. Une escouade de dragons de feu, je sais plus combien trop ça coûte en points, mais c'est très cher, c'est 5 mecs qui doivent coûter 120 ou 130 points. En gros, ce sont des tueurs de tanks, mais d'une puissance hors norme. Si vous tuez un rhino et que vous perdez vos dragons de feu derrière, ça va pas le faire du tout. Non, il faut tuer le rhino, faire une manœuvre agile qui va vous permettre de réembarquer dans un transport ou de vous replonger derrière un élément de décor. Et là, au tour d'après, vous êtes prêt à en tuer un autre de rhino. Là, là, c'est du trade Eldar, c'est du trade qui vaut le coup. Votre unité d'élite,
elle peut pas se contenter de faire des dégâts une seule fois. Il faut l'amortir à tout prix et possiblement l'amortir via un trade avec votre adversaire qui va devenir très très positif pour vous. Donc, comme je l'ai dit, on va longer les murs. Et on va surtout faire preuve d'une vigilance complètement maniaque par rapport à nos placements. Parce que je vous l'ai dit, en cas d'erreur de placement, ce sera la punition directe. Donc, pour jouer Eldar, il y a quand même la nécessité d'avoir du décor assez massivement sur une table pour profiter de tout ça. Donc, pour rappel, on peut faire des tables tout à fait stylées en s'inspirant de layout WTC. Ces layouts, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont été pensés pour une expérience de jeu la plus équilibrée possible. Gardez ça à l'esprit. Je sais que dès que je dis WTC, tout le monde tourne de l'œil. Bah ouais, mais les gars, vous avez sans doute tous essayé au moins une fois dans votre vie de faire une petite partie narrative sympa avec des décors qui n'étaient pas du tout conceptualisés. Donc on se retrouve sur des plaines. Jouer Eldar sur une plaine, restez chez vous, c'est même pas la peine d'essayer. Non, il vous faut une table réellement bien touffue, bien remplie, avec beaucoup d'occultants. Et donc, ces layouts, ils répondent tout à fait à ça. Et donc, libre à vous de les adapter, enfin, du moins de vous en inspirer pour faire des tables stylées. Ça a été la première émission de la rubrique beauté et bien-être, d'ailleurs, qui doit avoir bientôt 2 ans au compteur. Donc, si vous ne savez pas de quoi on parle, je vous renvoie à cette émission. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. À table les enfants, quelque chose comme ça, où on parle des tables de jeu. Bref, fin de la parenthèse. Donc du coup, jouer Eldar, les mecs, ça va être forcément très très intéressant à jouer et d'autre part à affronter. Il s'agit d'un gameplay très exigeant. Globalement, dans ce codex, on va retrouver dans tous les détachements une très très bonne saveur. Par contre, ça ne va pas être vraiment débutant friendly. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Non, Eldar pour une première armée, ça pue, fais pas ça, c'est compliqué à jouer. Je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est juste un coup à prendre en vérité. Quand on voit certains détachements Space Marine ou Necron, pour moi, ils ne sont pas moins touffus que ceux qu'on va voir par la suite. Non, c'est juste un coup à prendre. Il faut apprendre à jouer Eldar. Et c'est vrai que pour un débutant, je pense qu'au début, il va prendre quand même fessée sur fessée. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une armée qui ne pardonnera pas la moindre erreur. Et quand on débute des erreurs, on en fait plein. Donc, pour nos amis qui vont débuter une armée Eldar, préparez-vous parce que le début, ça va être chaud. Néanmoins, c'est une des armées, je pense, qui présente la courbe de progression parmi les plus gigantesques. À vrai dire, c'est peut-être bien même une courbe de progression infinie. Et dès lors que vous aurez en main ce codex, dès lors que vous saurez jouer toujours au bon moment vos manœuvres agiles, croyez-moi que l'adversaire en face, il va pleurer. Il va vraiment pleurer. Moi, je connais un très bon joueur Eldar. J'ai fait beaucoup de parties contre lui. Waouh, c'est dur, quoi. C'est très, très dur. Et donc, j'ai affronté maintes fois les Eldar, mais toujours à des niveaux très différents. Que ce soit débutant ou expert, quoi. Et croyez-moi que quand je joue contre un expert Eldar, waouh, c'est un adversaire, mais véritablement très, très sérieux. Là, il est même pas question de liste pétée ou je ne sais quoi. Non, c'est que même une armée très narrative, avec un détachement, avec un thème fort et tout, le mec, s'il l'a bien dans le sang, là, son codex, vous allez passer un moment vraiment compliqué, quoi. Cependant, comme je l'ai dit, c'est une armée d'élite qui coûte cher en points, qui est très fragile. Donc généralement, il n'y a pas grand monde sur table et au moindre coup de bolter, ça s'envole. Donc il y a quand même moyen toujours de se débrouiller. En tout cas, les Eldar. Donc je ne les joue pas encore. La dernière fois que je les ai joués, c'était il y a une vingtaine d'années. Je ne les joue pas encore, mais en tout cas, je les affronte toujours avec le même plaisir. Et c'est toujours un sacré défi en vérité. Bon, et très logiquement, vu que je viens de parler un petit peu de débutants, etc., on va parler du détachement générique. Donc ce détachement se nomme War Host, et donc c'est le détachement Eldar. Tout simplement, bande de guerre Eldar. Ce détachement, c'est simple, quelle que soit la forme que prend votre armée Eldar, vous allez pouvoir le jouer. Et ce détachement générique, en termes de règles, il est peut-être bel et bien le meilleur. À la fois le plus pointu,
possiblement le plus fort, mais également peut-être le plus simple à prendre en main. Il est absolument tout à la fois, ce détachement, et on va le voir ensemble, il est absolument fabuleux. Les meilleurs détachements d'un codex, en général, c'est ceux qui synergisent le mieux avec votre règle d'armée. Donc la règle d'armée des manœuvres agiles, ici, elles vont être complètement au cœur du sujet, et ce détachement va les nourrir, les améliorer, en gros, les rendre encore plus importantes, impactantes et possiblement fun. Ça dépend pour qui. En gros, on a une synergie totale. Donc, d'une part, vous allez gagner un petit Battle Focus Token de plus. Donc, en 2000 points, au lieu d'en avoir 4, on va démarrer sur 5. Donc, 5 manœuvres agiles à jouer à chaque tour. Je vous jure que ça bouge de partout, hein. Ça bouge vraiment de partout. Et de plus, toutes les règles qui vous ajoutent du mouvement, par exemple, comme on l'a vu, un plus de move sur de l'infanterie, eh bien, dans ce détachement, vous allez systématiquement rajouter 1. Donc, votre plus de move, il devient un plus 3 move. Et vous allez également rajouter 1 sur tous vos jets de dés. Donc, tous vos mouvements qui consistent à faire des D6 plus 1, après avoir tiré, après s'être fait tirer dessus, après avoir été désengagé, bah voilà, vous allez ajouter 1 à tous vos jets de dés. Donc là, potentiellement, on peut faire vraiment des gros jets, quoi. C'est donc tout à fait excellent, tout ça. Synergie totale avec la règle d'armée. Donc une règle d'armée où il y avait du mouvement partout, et bien du mouvement dans ce détachement, il y en aura encore plus. Du côté des améliorations qu'on va pouvoir mettre sur les personnages, je vous dis ça pêle-mêle. Il y en a un qui va vous permettre de ressusciter sur du 2+. Donc autrement dit, quand on joue un autarque très puissant, on va être très content de l'avoir celui-là. Une autre amélioration assez indispensable qui va vous ajouter encore une fois plus 1 jeton de Battle Focus. On en est à 6 et là ça devient franchement énorme. Et une dernière amélioration qui va vous donner à chaque tour une petite commande reroll gratos pour vous et votre unité. Ça également on prend. Du côté des stratagèmes, on va retrouver forcément le bon vieux -1 hit au tir, la fameuse agilité des Eldar. Ce stratagème on va le retrouver dans presque tous les détachements, c'est même le cas à Board in Action en vérité. C'est tout simplement une des règles les plus historiques de toute armée Eldar qui se respecte. Second stratagème avec le fameux réembarquement dans un transport à 6 pouces de vous en fin de phase de combat. C'est tout simplement une des synergies les plus puissantes dans le jeu qu'on trouve à l'heure actuelle. On le retrouve chez pas mal de mecs. Par exemple, dans le détachement Salamanders, vous avez des mécaniques comme ça de réembarquement. Mais en Eldar, c'est d'autant plus précieux qu'on joue des trucs fragiles. Donc, petit exemple, hop, j'ai un Falcon avec des dragons de feu. Bouge. Je peux même faire une petite manœuvre agile. Mes dragons de feu débarquent, annihilent un rhino à coups de fuseur. Ok, après c'est la phase de combat. Et bien à la phase de cette phase de combat, plutôt que de rester par terre, exposé en attente du trade de l'adversaire, et bien non les mecs, je vais réembarquer dans mon transport. Donc vraiment très cool. Au tour d'après ce transport, s'il se fait tirer dessus, il va pouvoir lui-même faire une manœuvre agile pour se mettre à couvert ou derrière un occultant, que sais-je. Voilà, ça c'est typique gameplay Eldar. On ne laisse pas l'adversaire rebondir, on se retranche, on frappe et on se barre. Autre stratagème, encore là très puissant, c'est un fallback shoot and charge. Voilà, si vous êtes englué au corps à corps, vous pouvez désengager, tirer, charger avec l'unité de votre choix. Hein. Donc il y a des unités pour qui ça va faire très mal. Hein. Je pense à une bonne vieille unité de Banshee par exemple. Mais en vrai, ce sera puissant sur tout le monde. Quand on est un Eldar, enfin ça dépend avec quoi, mais on n'a pas forcément envie de trop traîner au corps à corps. On se barre, on fait du tir, on fait une charge, on va loin. Bref, encore une fois, on se dérobe. Autre stratagème concentré tir cette fois qui va vous donner le sustain hit, peu importe l'escouade d'infanterie que vous avez choisi. Et si votre arme a déjà le sustain hit, et donc ça on le trouve assez souvent dans le codex Eldar, notamment toutes les armes à shuriken, je pense aux Vengeurs, ce sera du sustain sur du 5+, si votre arme a déjà un sustain hit. Donc là, ouais, des grosses phalanges de Vengeurs qui vont sustain et
qui vont sustainer, ouais, qui vont sustained IT sur du 5+, ça va faire très très mal. Encore ensuite un stratagème de mouvement bonus, comme si on n'en avait pas déjà assez. Ça va tout simplement vous offrir un move de D6+1 après votre phase de tir. Donc ça, vous imaginez les gars, n'importe quelle unité d'infanterie Eldar, avec son mouvement de 7, vous avez accès à une manœuvre agile qui vous rajoute 3 de mouvement, vous bougez de 10, vous tirez et ensuite vous rebougez de D6+1. Donc, quelle que soit l'unité choisie, en vérité, tout va très très vite. Et dernier petit stratagème tout aussi sympa, ça va consister à faire une remise en réserve dès lors que vous vous trouverez proche d'un bord de table. Donc ça, excellente arme en fait pour faire de la prise de map. Hop, vous voyez que vous avez un objectif à prendre au fin fond de la map, dans la zone de déploiement adverse. Vous vous rapprochez d'un bord de table, vous repartez en réserve, vous donnant le droit de ressurgir complètement à l'autre bout au tour suivant. Donc bon petit mécanisme, encore une fois, qui rajoute encore beaucoup de mouvements sur table. Bref, vous l'aurez compris, ce détachement, il est tout simplement énorme, il a une rejouabilité de fou. Comme on l'a dit plus tôt, il va être quand même assez ardu à prendre en main, mais il peut prendre au moins 100 formes différentes. Quand on voit ces règles, on peut tout faire avec ces règles. Qu'on joue une armée de motojets, qu'on joue une armée de véhicules, qu'on joue une armée de soldats fantômes, voilà, toutes ces règles vont s'appliquer, quel que soit le modèle choisi d'armée Eldar, quel que soit votre projet. Donc ici, les idées, elles peuvent venir absolument toutes, quoi. Peu importe la forme de votre armée, ce sera jouable et surtout très très fun à jouer. Donc gardez ça à l'esprit sur tous les projets sur lesquels on va partir par la suite. Ce détachement Warhost, il peut donner des règles en plus, une jouabilité différente, un gameplay différent. C'est tout simplement le bonheur. Donc là, c'est un véritable détachement générique. Honnêtement, c'est pas toujours le cas dans les codex en V10. Là, c'est véritablement un détachement qui va parler à tous les joueurs Eldar. Même ceux avec les listes les plus tordues. Ce détachement Warhost, vous allez vous faire plaisir avec. C'est une certitude. Bon, voilà qui est fait pour le détachement générique. On va pouvoir s'attaquer au projet un petit peu plus pointu. Et on commence en fanfare avec possiblement mon chouchou de ce codex. C'est le Wind Rider Host. Vous l'aurez compris, un détachement qui va regrouper un maximum de motojets. Les motojets, les Eldar, ils kiffent. Et bien là, les motojets deviennent battle line. Autrement dit, vous allez pouvoir en jouer tout plein. Et la petite règle d'armée, elle consiste à avoir droit à une remise en réserve de 2 unités, Motojet et Viper, à la fin du tour ennemi. Donc c'est-à-dire que c'est des mécaniques qu'on trouve parfois, par exemple chez les scouts, Space Marine, on se remet en réserve à la fin du tour ennemi, on peut repopper de n'importe où au tour qui suit. Donc mécanique très puissante qui vous garantit une excellente prise de map, mais cependant qui ne peut avoir lieu qu'à partir du tour 2. Et bien cette fois, les réserves, elles sont actives dans ce détachement dès le tour 1. Donc dès le tour 1, si l'ennemi commence, d'office, à la fin de son tour, je vais pouvoir déjà remettre des trucs en réserve. C'est-à-dire les enlever de la table pour les faire repopper ailleurs. Je vais également avoir droit, dès le tour 1, à des mécaniques comme le rapid ingress. Et puis également, sans compter les FEP normales et l'arrivée de réserves stratégiques normales. Dès le T1, donc on va en reparler, mais c'est chaud. C'est très très chaud. Donc règle d'armée très sympa, on peut déjà s'imaginer pas mal de choses avec ça. Du côté des améliorations, donc elles s'adressent toutes à des personnages sur moto, et donc on va trouver sur des motos les grands prophètes et les warlocks, les psycharques maintenant, je crois qu'ils appellent ça comme ça, anciennement les archontres, c'est difficile de s'y retrouver. Parmi ces améliorations, on va trouver un mouvement d'avant-garde de 9 pouces, une moto, ça trace déjà terriblement. Ça a également droit à toutes les manœuvres agiles de notre règle d'armée. Et voilà, on va rajouter un mouvement d'avant-garde de 9 pouces. Donc là,
c'est une certitude que T1, vous pouvez être chez votre adversaire, hein, en train de le taper, en train de lui lancer des rafales de canon shuriken. T1, vous pouvez être chez lui complètement. Une autre amélioration pour un personnage qui va donner à toute votre escouade un -1 hit, le grand classique, et une autre qui va consister à avoir sous le pied une petite ferme à PC, qui va être potentiellement très utile parce que s'il manque justement, je trouve, une chose dans ce détachement, c'est l'accès à de l'arrivée précipitée pour 0 PC. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans pas mal d'autres armées. Ici, on en est privé, c'est-à-dire que toutes nos arrivées précipitées, et à mon avis, on va avoir tendance à en faire souvent, elles seront payantes. Donc avoir une petite ferme à point de commandement, ça peut être très 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 sympa. Du côté des stratagèmes, donc là, tout s'adresse à chaque fois aux mots-clés Motojet et Viper. Eh bien, le premier, il envoie du lourd parce que ça vous donne accès à une full reroll des blesses dès lors que vous venez de réserve. On commence à voir le truc, c'est ok, la règle de détachement nous encourage à jouer à mort les cartes des réserves, et bien les stratagèmes ils vont rajouter une couche, vous aurez moult bonus d'attrition dès lors que vous venez de réserve. Et honnêtement, que ce soit un escadron de Viper ou une grande escouade de Motojet qui reroll toutes les blesses, ça commence à faire flipper. Autre stratagème, ça va être un mouvement bonus de 7 pouces à la fin de phase de tir ou de corps à corps. Encore un mouvement bonus, hein. Ça c'est également énorme. Ça peut servir à faire 1 milliard de trucs, à bloquer l'adversaire, à cliquer un tank, à battre en retraite, à retourner derrière un couvert. Waouh, encore un move bonus en plus de toutes les manœuvres agiles, ça commence à faire vraiment énorme et on enfonce le clou avec un stratagème qui cette fois va vous permettre de battre en retraite, charger ou de faire un mouvement d'advance charger. Mouvement d'advance, potentiellement mouvement d'avant-garde de 9, enfin manœuvres agiles, vos motojets, elles peuvent mais largement franchir la barre des 24 pouces en termes de mouvement. On peut vraiment traverser une table entière. Autre stratagème qui renoue avec les réserves et qui va vous donner cette fois de la réserve à 6 pouces d'une unité ennemie. Donc ça, mécanique très très précieuse. Et puis si on joue les bourrins, ok, j'arrive à 6 pouces. Et je viens de réserve, donc je peux redépenser un PC pour avoir mon petit strata de reroll des blesses. Là, s'il y a une unité de l'ennemi qui est un peu surprotégée, qui va avoir tendance à bien entourer pour vous faire du refus de frappe en profondeur, là, vous arrivez à 6 pouces et vous pouvez avoir accès à des mécaniques d'attrition assez violentes. Donc, excellent outil encore une fois. Un autre strat qui cette fois va améliorer votre PA sur votre escouade entière de moto ou de Viper, et donc là ça commence à ne plus déconner du tout, hein. Une énorme salve de catapultes et de canons shuriken avec de la PA-2, ça ne fera rire personne. Certaines de ces armes sont jumelées. Ça commence à faire très mal tout ça. Et pour finir, un stratagème qui joue un peu la carte du pilote acrobatique qui va donner à votre escouade de moto ou de Viper une invulnérable à 4+. Donc il faut noter que ces stratagèmes, ils marchent sur tous les mots-clés Azuriani, Mounted, Viper, etc. Mais parmi les mots-clés Azuriani Mounted, on ne trouve pas que les bêtes Wind Rider. On trouve d'autres types de motojets, parmi lesquels les Rangers sur motojet ou tout simplement le temple aspect des lances de lumière. Donc là, pour moi, c'est un détachement, mais excellentissime. Sur table, il va se passer quoi ? Il va se passer un véritable balai de motojet, hein. Frappe en profondeur, rapide ingress durant toute la partie, et ce, dès le tout début, dès le T1. Vraiment terrible. Terrible. Ça va vous donner une prise de table, mais sans surprise, qui sera
total. Et n'empêche que potentiellement, on a également un énorme punch possible entre le strata qui vous permet de reroll les blesses, le strata qui améliore votre PA. Par contre, c'est soumis à condition, quoi. Il faut que vous arriviez de réserve. Mais néanmoins, à chaque fin de tour, des unités en réserve de moto, vous allez pouvoir en remettre 2. Donc ça va être incessant en vérité, ça va vraiment être incessant. Donc moi le seul défaut que je vois c'est ça, c'est l'arrivée précipitée qui sera toujours payante. On a une petite ferme à PC mais qui est soumise à condition qu'on va pouvoir mettre sur un personnage. Pourquoi pas, c'est la bienvenue, mais c'est vrai que le manque d'arrivée précipitée, de rapid ingress à 0 PC, je crois qu'il va se faire sentir. Et du coup, on sera là, je pense, en train de jouer à un détachement qui va vite devenir PC-Vor, parce que là, on parle d'unités qui n'ont pas une attrition délirante. Quoique, ça peut être dangereux. Alors maintenant, les motos, vous pouvez toutes leur mettre des canons shuriken, ce qui est très très vilain. C'est vraiment une escouade entière avec un simili-bolter lourd, quoi. Donc ça peut vraiment faire des gros bobos. Bon, et vous me direz, avec tout ça, quel type de projet peut-on mener? Les mecs, évidemment qu'on va monter un host sauvage de Seimhan, évidemment la quête de l'illumination en langue Eldar. On parle ici du vaisseau monde le plus belliqueux et le plus violent. Leur truc, ça va être vivre comme le serpent, quoi. C'est-à-dire, on frappe, puis on se met hors d'atteinte. Et ça, entre les manœuvres agiles et tous les mouvements bonus que vient proposer en plus ce détachement, vous allez pouvoir le faire sans mal. Si on parle un peu de la culture de Seimhan, elle est globalement très proche de celle des Exodites. Ils sont plutôt vus comme des barbares par les autres vaisseaux mondes, Seimhan. Ils ont également un système de chevalerie donc qui va être découpé par clans. Donc des clans, en gros c'est la chevalerie mais sur motojet, quoi. On va avoir des familles de chevaliers à moto. Et donc ça va être excellent à représenter en modélisme parce que chacune de vos escouades de moto va pouvoir varier un peu ses couleurs. Donc en restant sur le triptyque noir, rouge, blanc, vous allez pouvoir avoir des escouades de moto plus rouges avec des traits noirs, une autre blanche avec des traits rouges. Bref, on va avoir envie de représenter un peu à l'image bien d'unités de Bretoniens à Old World. On va avoir envie de représenter ces unités sous des couleurs différentes parce qu'elles vont chacune appartenir à un clan de guerriers différents. Donc dans tout ça, on retrouve un certain système de tribalisme qui fait pas mal écho avec ceux, par exemple, des White Scars. On est sur des barbares un peu pas comme les autres. Parmi eux va se jouer, par exemple, l'importance du lien du sang. Du sang qu'on va boire par exemple à un poignet tranché entre frères de bataille, du sang qu'on va se peindre à même le visage, des marquages de runes de sang sur la carrosserie de nos motos. Bref, tout ça, c'est une grande confédération tribale à l'ordre du grand serpent cosmique, ce grand serpent cosmique qui est la rune de ce vaisseau monde et que du coup on va avoir envie de mettre un peu partout. Bon, en tout cas, ça tue. Le Seimhan, moi, j'ai toujours adoré. C'est des armées qui ont un impact visuel mais excellentissime. J'en avais affronté une magnifique en V9, superbe, une armée de Seimhan, c'est génial. Et si on pousse le délire à vouloir représenter plusieurs clans de chevalerie, là, ça peut devenir un projet mais absolument premium. Passons en revue quand même quelques petites datasheets associées à ce détachement. Donc commençons par les Wind Riders, évidemment, les motojets standard Eldar. Donc c'est 2 points de vie, endurance 4, sauvegarde à 4, une petite invue à 6 et un OC de 2. Donc de base, quand on va jouer une escouade de 6, par exemple l'idée par un grand prophète, on est quand même sur de la troupe qui occupe très très bien les objectifs. Donc une nouveauté depuis la V10, c'est que maintenant chacune de ces motos peut recevoir une arme lourde, donc un canon shuriken ou un scatter laser. Dans le temps, en fait, tout le monde était en catapulte shuriken jumelé et il me semblait qu'on avait le droit à un canon shuriken par tranche de 3 motos. Cette fois, vous pouvez mettre tout le monde en canon shuriken. À mon sens, c'est un peu brutal.
c'est un peu brutal parce que déjà des catapultes shuriken jumelées, c'est balèze, hein, c'est jumelé, donc vous rerollez les blesses. Mais là, c'est vrai qu'avec les nouvelles règles et surtout avec ce nom de Wargear gratos, bah, les règles, elles nous encouragent à jouer full canon shuriken. Hein. 3 tirs, 2 dégâts 2, PA-1, force 6 avec le lethal hit. C'est quand même très bon, hein, c'est quand même très bon. Donc vous allez pouvoir reroll les blesses avec un strata, vous allez pouvoir passer à PA-2 avec un autre strat. Bref, là ça dépend. J'ai envie de dire, c'est même pas jouer optimisé finalement de mettre 3 canons shuriken, c'est tout simplement à l'image du coup en point. Hein. Avec ce Wargear gratos, on est un peu pris au piège par ce truc. Jouer en catapulte shuriken, bah là ça vaut nettement moins le coup. Leur petite règle à ces motojets, c'est d'avoir nativement une petite reroll des hits de 1. Et si votre cible est la cible ennemie la plus proche, donc pour rappel, on a du mouvement, mais en veux-tu en voilà, aller vers une escouade la plus proche, ça ne représentera jamais un énorme défi. Et ben, cette fois, vous rerollez tous les hits. Donc bah une escouade entière qui reroll les hits, qui peut reroll les blesses avec des catapultes shuriken jumelées ou via un stratagème avec des canons shuriken. On parle quand même d'une unité qui a une attrition très très sérieuse. À vrai dire qu'il l'est beaucoup plus que tout ce que j'ai pu connaître des motojets dans d'autres versions du jeu. Donc bah les Windrider, ça fait rire absolument personne. La Viper, quant à elle, qui est donc notre motojet lourde, on est sur un châssis qui ressemble fort à celui du Venom Drukhari, donc c'est 6 points de vie, endurance 6, sauvegarde à 3. Elle a accès à plein d'armes lourdes différentes. Hein. Là-dessus, on va pouvoir mettre du Star Cannon, du lance-missile et également de la lance de lumière, qui est l'arme lourde Star, en fait, hein, de toutes les armées Eldar. Quant à sa petite règle spéciale, eh bien, elle est très sympa parce que vous allez pouvoir faire du tir de suppression. Dès lors qu'en fait vous ciblez une unité ennemie, eh bien cette unité, elle va être suppressed, elle va être considérée sous tir de suppression et elle aura un -1 hit pour la phase de tir à venir. Donc ça, potentiellement, c'est cool, hein, surtout si on en joue beaucoup. On peut jouer des unités de une seule ou 2 Viper. Si vous jouez, par exemple, 4... Non, bah ça, on peut pas. On a le droit qu'à 3 datasheets. Non. Si vous jouez, par exemple, 3 fois Viper seul, honnêtement, outre faire du dégât, vous allez pouvoir surtout vous en servir pour mettre des malus un peu partout aux unités les plus impactantes de l'ennemi. Donc très utile tout ça, encore une fois. Tout ce petit monde, je l'ai pas dit, mais il y a un mouvement de 14, hein, un mouvement de 14 qu'on va pouvoir rallonger avec des manœuvres agiles. On va pouvoir augmenter notre mouvement. On va pouvoir rebouger après avoir tiré. Je vous refais pas le listing, mais je crois que vous avez compris que en termes de mouvement, cette armée, elle est débile. Elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut. Si on en vient du côté des personnages montés, la star, ça va être naturellement le grand prophète à motojet. Celui-là, évidemment, on va le vouloir. Hein. Il est un peu plus costaud. Il a 5 points de vie, endurance 4, sauvegarde à 4. Côté attrition, honnêtement, il ne sert pas vraiment à ça. Mais évidemment, il a accès à des sorts. Et là, on retrouve des grands classiques hein, du gameplay Eldar. Vous allez pouvoir changer le résultat d'un dé par un 6 automatique, par exemple. Et d'autre part, à la fin de votre phase de mouvement, vous allez désigner une unité ennemie à 18 pouces de vous, que vous voyez, et vous allez lui coller un -1 bless à cette unité. Donc ça, en fait, combiné avec, par exemple, le -1 hit des Vipers, ça peut devenir tout à fait des facteurs très, très handicapants pour le mec en face. Hein. Vous repérez des trucs dangereux, allez, une grosse escouade de Hellblaster là au loin, ces Hellblaster ils ne toucheront plus qu'à moitié et leur plasma force 7 ou 8, vous allez lui coller un -1 bless. Donc ça peut être vraiment excellent hein, tout ça. Et en plus c'est relativement facile à placer en termes de règles, en termes de ligne de vue et tout, grâce à tous vos tricks de mouvement. Je ne vais pas parler plus que ça du Psycharque sur Motojet. Quant à lui, il n'est pas follement intéressant, mais il a le bon goût quand même de rajouter un petit peu de variété et quelques règles rigolotes. Enfin, rigolote façon de parler, parce que dès lors qu'il rejoint une unité, parce que cette unité, il va lui donner le In Your Cover, hein, donc quand même très balèze hein, sur des escouades de grandes motos. Bref, une autre petite option, pas bien chère en points, tout à fait sympa.
Si on parle vite fait des Rangers sur Motojet, ils sont très cool parce qu'ils ont le mot-clé précision. Ça peut être une très très bonne unité, là encore avec des mouvements de partout. Donc ils s'appellent les Shroud Runners, eux ils ont un petit point de vie en plus et une invue à 5, ça les rend quand même un chouïa plus costaud que la Motojet normale. Et puis avoir des petits fusils de sniper qui touchent à 2, qui ont le mot-clé précision et qui font du dégât 2, c'est tout à fait sympa également. Et en plus ils vous offrent une petite acquisition de cible dès lors qu'ils vont tirer sur une unité. Cette unité pour le reste de la phase de tir, elle n'aura plus l'accès au bénéfice du couvert. Donc très bien, si vous avez une unité ennemie un petit peu embusquée, vous lui enlevez le couvert et une bonne petite pluie de catapultes shuriken par la suite, il la sentira passer. Ces Shroud Runners, quant à eux, en fait, sont équipés de scatter laser. Le scatter laser, donc on peut mettre ça également sur de la Motojet, mais c'est une arme de saturation. 6 attaques de force 5, PA 0, dégâts 1, avec le Sustain Hit, donc une bonne douche de tir également, qui servira largement à dégager de la horde du genre Poxwalkers. Et on va finir ces datasheets par les lances de lumière. Alors, les lances de lumière, elles ont vraiment des profils bizarres. Donc, c'est des châssis Motojet tout à fait standards. Elles ont une mobilité assez extrême parce qu'elles ignorent en fait toute forme de décor vertical. Donc, techniquement, elles peuvent traverser les murs. Ça, quand on joue de la cavalerie, enfin de la moto, c'est pas du tout de la petite bière. C'est très, très, très utile. Elles ont accès à une petite invue à 4 également. Et elles, leur rôle, ça va être de partir à la charge à coup de lance laser parce qu'elles ont quand même les mots-clés anti-monstres et véhicules à 3+. Tout comme elles ont le mot-clé lance. Donc ça commence à faire beaucoup. Elles sont tout à fait capables de faire de gros dégâts à des monstres type Mutalita Vortex, Prince Démon. Ça, honnêtement, quand on reçoit une charge de lance de lumière, on va être un petit peu inquiet parce qu'on cartonne quand même avec du dégât 3. C'est pas rien du tout. Et puis il y a un Exarch qui va rajouter pas mal d'attaques en plus. Donc très bon tout ça. Là aussi on a encore accès à du canon shuriken et tout. Donc vraiment une unité sympa, mais ce qui va en fait nous pourrir un petit peu la vie, ça va être la portée de certaines armes. Il y a des portées, par exemple la Starlance, ça a une portée de 6 pouces. Mais bon, c'est à remettre en perspective avec tous les mouvements bonus auxquels vous pouvez faire appel. Entre les manœuvres agiles et d'autres stratagèmes, honnêtement, arriver à très courte portée en Eldar, ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Donc tout ça, si on en fait une petite liste, ça nous donne quoi ? Ça nous donne une liste à 1500 points. Ouais, vous l'aurez compris, on est un peu sur un crossover Codex Review et c'est notre projet. Il y en a tellement des projets Eldar à faire que je me suis dit, allez, on va grouper un petit peu le tir. Donc je vous propose une petite liste de Same Am à 1500 points. Donc naturellement, on va avoir des motojets de partout. 2 gros packs de 6 motojets. L'une l'idée par un grand prophète, l'autre l'idée par un psycharque, donc vos 2 grosses enclumes de motojet. L'une d'elles va recevoir naturellement le petit move d'avant-garde de 9 pouces, l'autre va recevoir la petite ferme APC, donc 2 grosses unités, ce à quoi je vais ajouter 3 petites unités de 3 motos. Et ça, typiquement, ce sera les cibles de choix pour faire de la remise en réserve opportuniste pour aller recapturer des objets, accomplir des secondaires, etc. On continue dans les motojets avec cette fois un pack de 6 lances de lumière, évidemment, qui sera votre escouade d'assaut. Une autre escouade de 6 Shroud Runners. À vrai dire, celle-là, vaut mieux peut-être la jouer en 2x3 également. Ouais, parce qu'on a le mot-clé précision et tout, plutôt que d'avoir un gros pack de motojet. Ouais, clairement, on va faire 2x3 Shroud Runners et on va ajouter 2 escadrons de 2 Vipers. Donc 2 petites unités de 2 Vipers qui vont avoir accès à de la reroll blaze, qui vont pouvoir faire du tir de suppression. Tout à fait excellent. Et pour arriver à 1500 points, on va quand même se payer un petit temple de guerrier aspect. Et ce temple, il aura
aussi peu le pied à terre que les autres, ce seront des aigles chasseurs naturellement. Donc, projet tout à fait sympa où personne n'a le pied à terre. Bon, le deuxième effet qui se coule, c'est que c'est un projet qui doit coûter très très cher en argent. Parce que là, des boîtes de motojet, les gars, waouh, il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet, il y en a, à vrai dire, beaucoup trop. Donc, à moins de tomber sur une petite annonce magnifique, ça me paraît quand même difficile à allonger tout ça. Mais bref, une liste tout à fait terrible. À mon avis, là, ça doit être le fun intégral à jouer. Et qu'est-ce qu'on met en face? Quel est le match-up de rêve? Eh bien, on peut quand même établir avec cette armée de gros parallèles avec un culte de la vitesse orc ou une phalange de guerriers White Scars. Donc, voilà, c'est ça qu'on veut. Et surtout, niveau couleur, eh ben, on est tout à fait raccord. Donc là, ça doit vraiment envoyer. Ça doit vraiment être du match de toute beauté. Hein. Seimham, culte de la vitesse, ou Seimham, White Scars. Waouh, ça doit tuer, quoi. Et côté modélisme et peinture, eh bien, une armée de Seimham, si on s'amuse à pousser un peu la personnalisation, c'est une armée qu'on va avoir envie de voir ornée de beaucoup de trophées, de sang, de représenter différents clans par des variations du triptyque du schéma de couleurs, noir, blanc, rouge, et pourquoi pas agrémenter le tout de lumière bleue. Parce que cette lumière bleue, eh bien, on va pouvoir en faire un rappel sur notre seule unité de guerrier aspect que sont les aigles chasseurs. Tout ça, c'est très beau. Et idem, les lances de lumière, elles vont pouvoir être blanc et bleu, par exemple. Donc, outre tout ça, en termes de couleurs, ça peut être vraiment un festival et très, très impactant visuellement. Voilà, rouge, blanc et noir. Enfin, voilà, moi, je suis joueur Blood Angel. Évidemment que ça défonce. Et en plus de ça, on va mettre des runes absolument partout. Des runes qui peuvent être dans une espèce de simili dessin à la main levée qu'on aura fait avec notre propre sang. Du grand serpent cosmique, en veux-tu, en voilà, on va choper des décalcos et en foutre partout. Bref, tout ça, c'est un projet de rêve, les mecs. C'est un projet de rêve et bon, qui va être très cher en argent, qui va quand même pouvoir être joué via le détachement générique War Host. Honnêtement, le War Host avec du full motojet, ce sera que du bonheur. Mais par contre, malheureusement, vu que c'est un projet très thématique, on va avoir du mal à le recycler ailleurs, que ce soit dans d'autres modes de jeu ou à Boarding Action par exemple. C'est un projet, ça c'est le genre de projet qu'il faut assumer à 2000%. C'est un projet qui coûte cher en argent, qui va demander beaucoup d'efforts de peinture. Mais bref, ça c'est un projet qu'on va vouloir garder 20 ans et jouer à toutes les versions du jeu avec ça. Donc moi je vote, c'est dans mon top 5 des projets à Warhammer 40 000. Je le ferai jamais, je pense. Mais il est magnifique ce projet, vraiment représenter en fait ce vaisseau monde très tribal, très sauvage, auquel peut-être à l'avenir on pourra rajouter également des exodites, vu qu'ils sont très très potes avec. Ah là là, c'est beau. Hein. Une armée de Seimham, c'est très très beau. Bon, en l'état, la liste que je vous ai proposée, à mon avis, elle pêche un peu parce qu'on est sur un full motojet. Évidemment qu'il y a des carences. Ça manque d'anti-chars, ça manque de pas mal de trucs, ça manque de corps à corps. À ce type d'armée, voilà, là, il reste 500 points pour faire 2000. Vous rajoutez tout simplement 3 véhicules. Genre un prisme de feu ou 2. Quand ils marchent par paire, ces trucs-là, c'est très très fort. Bref, aux couleurs de Seimham, toujours, ce n'est pas du tout dénoté que de rajouter du véhicule antigrave à ce type de liste. Ça va la rendre encore plus belle. Donc voilà, premier projet, je suis déjà tout excité là. Ouais, une armée Seimham, moi ça m'a toujours fait rêver. Bon, on continue néanmoins. On va parler cette fois du détachement Ghost of the Webway. On parle tout simplement du détachement Harlequin. Cette fois, ça va aller beaucoup plus vite parce que ce détachement Harlequin, je ne le trouve pas follement intéressant. On a assez peu de datasheets, par contre on a beaucoup de QG, et à mon sens, là, à l'issue de la lecture de ce truc, je me dis, ouais, en vrai,
c'est cool, mais par contre, le choix de l'allié sera toujours meilleur, à mon sens. Parce que des harlequins, on va pouvoir en mettre dans n'importe quel type d'armée. Il n'y a aucune restriction. Jouer des harlequins, ça va toujours être jouer des alliés. Et c'est typiquement le genre d'unité qui va rajouter beaucoup de fraîcheur à votre armée. Allez, si je prends l'exemple précédent, mon armée de Seimham, je l'accompagne d'autres motojets, mais cette fois harlequins, qui pourront d'ailleurs synergiser avec les mêmes stratagèmes. Hein. Ils ont le même mot-clé, Azuriani Mounted, c'est vrai. J'ai oublié d'en parler, mais des motojets, on en a beaucoup dans ce codex. Bref, rajouter quelques harlequins à un host sauvage de Seimhan, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est une grosse variation du gameplay. On a des petits transports. Là encore, en fait, personne n'aura le pied à terre. C'est tout à fait cool. Et on peut rajouter également un bon gros QG bien menaçant, du genre le solitaire, qui est un véritable meurtrier. Donc, à mon sens, le projet Harlequin, il aura plus tendance à être celui-là. Ça n'empêche pas au détachement d'être globalement bien écrit, qui me paraît être même excellent pour du petit format, et dans la mesure où, en fait, toutes ces troupes, elles sont assez chères en points. Donc, on peut vraiment parler d'un petit projet Harlequin à 1000 points. C'est tout à fait facilement regroupable, tout ça. La règle d'armée, elle est quand même chelou. Elle te permet juste de pouvoir charger à travers des unités ennemies. Tu vois, quand tu lis ça, tu te dis sur table, tu vois, tu sais pas trop quoi en faire en vérité. C'est vrai que c'est assez conditionnel. Bon, pourquoi pas. Les troupes, naturellement, gagnent le mot-clé Battle Line et passent à OC2. Et du côté des améliorations et stratagèmes, moi, je trouve ça un petit peu décevant. Il n'y a qu'une bonne surprise, ça va être une unité qui va pouvoir être améliorée en tant qu'infiltrateur, un personnage qui va pouvoir respawn via un stratagème. En bref, là, il n'y a rien de très intéressant. C'est un genre de best-of de tout le codex. Mais globalement, je trouve qu'il y a quand même un gros manque de saveur. Toute la puissance Harlequin, elle est assez peu représentée. Tandis qu'elle a pu l'être excellemment dans le détachement de Noël de Grotmas qui vous permettait d'allier Drukhari et Harlequin au sein de la même armée. Cette fois, on avait un vrai gameplay où on s'imaginait les mecs en fait plus en mode spectacle qu'autre chose. Là, c'est absolument absent en fait ce côté représentation théâtrale. On a en fait que des mécaniques d'attrition. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais de toute manière, un projet Harlequin, avant de parler jeu, c'est quoi ? C'est un énorme kiff de peinture. Je pense que c'est un projet peinture parmi les plus redoutés du hobby Warhammer dans son intégralité. Peindre du Harlequin, on va pas se mentir, c'est pas à la portée de tout le monde, enfin, du moins si vous jouez le jeu en fait. Une armée Harlequin, en fait dans la vraie vie, si tant est que ça existe, les Harlequins, vous n'êtes même pas censé les voir. Vous voyez une espèce de tourbillon kaléidoscopique de couleurs. Donc ça, quand on veut représenter ça en forme de peinture, il n'y a pas à tortiller, il faut jouer à mort sur en fait la forme. Et donc la forme, ça se fait souvent avec ces fameux petits motifs losanges qui ornent leurs petits collants à ces harlequins et leurs véhicules. Mais bon, là, on fait appel à tout simplement une mécanique de free-hand et de précision, voire d'usage de pochoir qui confine un peu à l'ingénierie. Là, il faut vraiment être un artiste dès lors qu'on parle de harlequin. Mais évidemment que c'est un énorme kiff de peinture. Ça peut potentiellement devenir une véritable toile de maître, une petite armée harlequin. Je pense qu'on en a tous vu des armées harlequins hallucinantes. Quelque part, c'est un peu un Graal à franchir. Et moi, de mon côté, j'en ai quelques boîtes de côté qui attendent leur heure. Par contre, quand on joue Harlequin, il y a quand même un petit bonus considérable. Et ce bonus, c'est... Boarding action. Eh bien oui, naturellement que j'allais y revenir. On a un petit détachement qui s'appelle Star Dancer Mask, qui est
trop bien. Il est extrêmement mobile. Il regroupe des mécaniques très très vilaines, potentiellement comme le Fight First ou le anti-tir en état d'alerte, ce qui à Boarding Action est un avantage monstrueux. Bref, ce petit détachement, il est trop bien à Boarding Action. Donc, quelque part, on se dit, ok, avoir 1000 points de Harlequin, ça me permet d'avoir, de regrouper toutes les datasheets que me propose le codex. On va prendre 2 petits transports avec des troupes, avec 2 personnages. On va prendre les 2 blindés légers avec une plateforme de tir et quelques motojets et éventuellement un petit solitaire et basta, ça fait une toute petite armée où tout est très cher en points. Je vais pouvoir la jouer à 1000 points via ce détachement qui certes ne casse pas des briques, mais par contre rien ne m'empêche de le jouer en War Host avec toutes les manœuvres agiles qui vont bien, ça se passera très bien et en plus j'ai un petit détachement Boarding Action. Donc quelque part tout le travail de peinture qu'on va faire pour avoir une armée de Harlequins, il sera quand même mis à contribution pour animer les tables et c'est très très cool. Néanmoins, dans ce codex, je trouve que c'est un des détachements les moins bons parce qu'il n'est pas du tout assez original, alors que s'il y a bien une faction où on peut se lâcher en termes de mécanique de règles originales, c'était bien celle-là. Donc dommage quand même, mais cependant on garde quand même quelques bonnes cartes dans nos mains et je repense surtout à ce détachement de Grotmass en alliance avec les Drukhari qui était absolument fabuleux. Allez, on va quitter les clowns en collant qui dansent en l'honneur de Segurat pour aller rejoindre les Constructs et ce nouveau détachement Spirit Conclave. Donc le conclave de Spirit Seer qui est le détachement qui a vocation à rameuter tous les Eldar qui tankent, tous les Eldar armurés en moelle spectrale, tous les châssis Construct, donc garde fantôme, seigneur fantôme, chevalier fantôme, menés à la bataille par leur Spirit Seer. Donc naturellement, en premier lieu, on va penser au vaisseau monde d'Ayanden, mais dans le lore récent, suite à la fracture de Bieltan, on peut très bien imaginer une armée fantôme Bieltan. Suite à la fracture, il y a eu sur ce vaisseau monde une recrudescence vraiment massive de châssis de garde fantôme. Donc très très cool tout ça. On a 2 vaisseaux monde pour le prix d'un. Néanmoins ici on va s'attarder quand même un petit peu sur Ayanden qui est un vaisseau monde à part quelque part. Donc Ayanden qui veut dire en langue Eldar à la fois la lumière dans les ténèbres et l'élu d'Azurian. C'est au sein de ce vaisseau monde que se trouve le plus grand temple à l'honneur d'Azurian, donc le père du panthéon Eldar, mais néanmoins un temple qui va se faire détruire. Donc, Ayanden, c'est quoi un peu la doctrine ? Eh bien, c'est l'endurance stoïque, la ténacité. Donc, c'est le seul Eldar qui va tanker un petit peu. Et du côté du lore, eh bien, il s'agit peut-être du lore le plus touffu parmi tous les vaisseaux monde. Je me suis fait une petite revue de presse sur l'Omnis Bibliotheca. À vrai dire, j'ai appris pas mal de trucs dans la foulée, des choses liées à du lore plus récent. Moi, j'en étais resté quelque part au Codex V2, V3, donc naturellement, j'avais loupé pas mal de trucs. Mais Ayanden, ouais, c'est un vaisseau monde avec une histoire au très très long cours. Il a été jadis le plus grand des vaisseaux mondes, c'est-à-dire qu'il regroupait mais véritablement des milliards de personnes, mais néanmoins le plus grand des vaisseaux mondes, eh bien il l'était avant une attaque. Ça va être l'attaque de la flotte ruche Kraken qui va être gagnée, cette bataille in extremis par la venue de Iriel et de ses corsaires. Iriel qui était quelque part un paria, qui du coup va être réhabilité par le vaisseau monde et son conseil des pressions et qui depuis est devenu le grand amiral de la flotte. Il sera bien plus tard également le premier le premier Eldar à être ressuscité par Ivren. J'en avais pas parlé dans le Faction Focus, mais c'est vrai qu'on a tout un petit segment sur le prince Iriel dans la fracture de Bieltan. Mais du coup, cette attaque de la flotte ruche Kraken, elle est malheureusement une histoire très cruelle qui fait pas mal écho finalement à la grandeur déchue du peuple Eldar, parce que là on parlait d'un vaisseau monde mais gigantissime, ça existe ce mot, je sais pas, gigantesquement gigantissime, qui n'est plus désormais que l'ombre de lui-même, parce que sur Ayanden, les mecs ils ont un peu tout inventé, ils ont été les inventeurs du circuit d'infinité et du réseau de pierre-esprit, donc quelque part la mécanique la plus importante dans un vaisseau monde Eldar.
Mais maintenant, il y a plus grand monde à un tel point que désormais, suite à cette guerre horrible contre Kraken, les morts maintenant, ils vont le saturer, ce réseau d'infinité du vaisseau monde. Donc naturellement, les instances dirigeantes n'ont pas eu d'autre choix que de faire un appel massif au châssis construct pour tout simplement rebâtir tout ça et avoir une force armée qui demeure compétitive quelque part. Bref, Iondon, c'est très triste ce qui leur est arrivé. C'était vraiment la lumière des lumières, c'était le vaisseau monde élu d'Azurian. Désormais, ce temple dédié à Azurian, il a été détruit. C'était véritablement un trésor. Je me souviens d'un dessin qui représentait ça, c'était magnifique. Bref, c'est bien triste Iondon. Iondon, qui a quand même pas mal fonctionné en duo avec Biel-Tan, à l'époque qui était très animé contre les forces du chaos, mais il s'agissait d'une alliance assez fragile, une alliance qui finira par être brisée suite aux nombreuses exactions de Biel-Tan face à ce qu'ils appellent la vermine. La vermine, c'est tout simplement tout ce qui n'est pas Eldar. Donc eux, ils avaient un peu la main lourde sur ça. C'est que par exemple, ces mondes vierges qu'il fallait reconquérir et qui avaient depuis, par exemple, été colonisés par la race humaine durant la Grande Croisade, quand Biel-Tan arrivait sur ce genre de monde, elle commettait des horreurs, chose que Iondon en fait ne pratiquait pas vraiment. Iondon était vraiment 100% orienté vers la lutte contre le chaos et quelque part l'humanité, ce vaisseau monde avait tendance à jouer un peu de diplomatie avec eux parce qu'ils se rendaient bien compte que désormais la race humaine, elle leur était des millions de fois supérieure en nombre. Donc vœu avait été fait de ne pas s'engager sur une bataille perdue d'avance parce que la démographie, on ne peut pas vraiment lutter contre et la race Eldar n'est plus que l'ombre d'elle-même. Donc il s'était complètement recentré sur la lutte contre le chaos. Mais cette alliance, elle allait cuiner un peu. Donc à terme, ils s'occupaient chacun de ces deux vaisseaux mondes, Biel-Tan et Iondon, de chacune des deux bordures de la galaxie, respectivement orientale et occidentale. Et c'est dans cette bordure qu'en fait a surgi la flotte-ruche Kraken, mais tellement rapidement que Iondon a été privée de couloir de retraite. Elle ne pouvait plus avoir accès à la toile. L'ombre dans le warp n'a rien arrangé à leurs affaires et ils ont subi une attaque proprement dévastatrice. Si on en vient à la petite règle de détachement, en première lecture, elle peut paraître tout à fait chelou. Si un de vos psykers se fait tuer par une unité, donc là on va parler principalement des Spirit Seers, ces Spirit Seers qui vont mener vos fantômes à la bataille. Donc si un de vos Spirit Seers se fait tuer, les unités fantômes, elles vont avoir plus un hit et plus un bless sur cette unité qui vient d'assassiner votre psyker. Donc on se dit, attends, c'est quoi le but là? C'est d'envoyer ces psykers à la mort pour rendre nos gardes fantômes plus forts ou pas? Eh bien non, parce que en plus d'être très précieux, les Spirit Seers, en fait, ils vont pouvoir faire ressusciter des châssis constructs, ils vont pouvoir leur donner du plus un hit ou du sustain hit, voire les deux. Bref, les Spirit Seers, ils sont mortels avec vos gardes fantômes. Donc on va pas les envoyer à la mort parce que vos Spirit Seers, ils sont avant tout des guides spirituels. Dès lors qu'ils se trouvent à 12 pouces d'une unité fantôme, ces unités fantômes et même le Seigneur fantôme, qu'est-ce qu'ils vont gagner à être proche d'un Spirit Seer? Ils vont gagner l'aptitude Battle Focus. Et ouais, tout ce petit monde va devenir Battle Line et ils vont gagner la règle d'armée des Eldar. Et là, les manœuvres agiles sur des châssis constructs, les gars, on se dit wow, parce que historiquement, les châssis constructs, les gardes fantômes, c'était des unités lentes, c'était des unités qui tankaient. Maintenant, les mecs, vous allez pouvoir leur mettre du plus de move, du mouvement réactif après tir, du mouvement réactif après désengagement. Ça va plus du tout être la même sauce. Et donc, si ça peut paraître surprenant, ça, en vrai, ce Morphin for Vrace, il est tout à fait dans la lignée du lore actuel et donc de la fracture de Biel-Tan. Comme je vous en avais parlé, désormais, les Eldar, après leur trépas, donc c'est Ined qui va récolter leur âme, et dès lors qu'ils vont être enchâssés dans une pierre esprit et mis dans un châssis construct, ils vont véritablement réincarner ce châssis. On va parler d'Eldar véritablement réincarnés, et donc qui remettent à disposition
ont toutes leurs facultés mentales et physiques. On reparle d'Eldar complètement agile, faisant du coup de cette armée fantôme d'Ayandon ou de Bieltan quelque chose de très réactif qui va même bouger assez vite. Donc ça c'est la première fois que ça a lieu. Et à mon sens, c'est vraiment très 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 cool de voir du garde fantôme, mais là tu vas pas le sentir venir. Le truc, il va être vite devant toi, à courte portée, avec des armes de tir vraiment meurtrières et des armes de corps à corps qui ne le sont pas moins. Donc très très bon ce détachement, excellente surprise et le reste va en plus enfoncer le clou parce que du côté des améliorations, elles s'adressent toutes à des Spirit Seer. On va trouver pêle-mêle un boost d'OC sur nos gardes fantômes, très bon pour en faire des unités vraiment qui prennent la map. On va trouver du précision sur du Critical Wounds. Ok, pourquoi pas. Au corps à corps, ça peut être rigolo quand même. Quelques 6 à la blesse, c'est le personnage qui va prendre, pourquoi pas. On va avoir un bonus de couvert léger qu'on va pouvoir donner à nos gardes fantômes. Et également un move bonus, encore un, si l'ennemi se rapproche un petit peu trop. Donc encore une strate de mobilité supplémentaire en plus de toutes les manœuvres agiles. Donc excellent. Du côté des stratas, on va trouver un ignorer tous les modificateurs. Et donc parmi ces modificateurs, on retient qu'il y a aussi les modificateurs de dégâts. Par exemple, quand vous tirez sur un demi-dieu là, qui divise les dégâts par deux, vous allez pouvoir dire non, mes dégâts, tu les diviseras pas par deux, mon gars. Donc dur. On va trouver une réduction des dégâts de 1. Ça, c'est quelque chose qu'on avait en V9. C'est très, très puissant sur des gardes fantômes qui sont quand même des châssis au demeurant très costauds. On va trouver en strata toujours de la Deva Wound au corps à corps, très, très bon. Et on va trouver un stratagème exceptionnel qui consiste à faire de vos gardes fantômes une unité autonome. Moyennant un PC, elle n'aura pas besoin d'être à proximité d'un Spirit Seer pour avoir accès à ces manœuvres agiles. Très 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 bon ça, si vous avez une unité un peu paumée, si son Spirit Seer s'est fait tuer, hop, là elle devient autonome, elle va pouvoir faire des manœuvres agiles et tout. Trop trop bien. Et pour finir, on trouve également un Sticky Objo, très bien, parce qu'on va jouer une armée qui va être très peu nombreuse, et également des petites mortelles qu'on va faire à la charge, un genre de tank choc, mais pour votre infanterie. Donc bref, côté règles, on a tout ce qu'il faut pour faire une armée fantôme de toute beauté. Par contre, il y a un truc qui a quand même pas mal changé par rapport aux versions précédentes du jeu, c'est l'usage des Spirit Seer. À l'époque, les Spirit Seer, ils pouvaient leader vos unités, comme c'était le cas en Index par exemple. Cette fois, on va les jouer solo, c'est-à-dire d'office, ils ont le mot-clé discrétion, et ils vont gagner le lone opératif dès lors qu'ils sont proches d'une unité fantôme. Donc ça peut être un chevalier, un seigneur ou même des gardes. Il va gagner le lone opératif, et donc on va le jouer solo. On va le trimballer un peu partout sur la map, il va aller appuyer les unités fantômes qui ont besoin de lui. C'est un peu un chevalier solitaire désormais, mais néanmoins il reste très fragile et c'est vrai que dès qu'il y a un ennemi qui arrive à courte portée, il va obligatoirement morfler. Mais bon, s'il morfle, vos gardes fantômes vont gagner plus un hit et plus un bless sur cette unité assassine. Donc peut-être que le mec il va y réfléchir à deux fois, plutôt que de tuer un pimpin et de récolter la foudre par réaction. Ouais, est-ce que ce serait pas, est-ce que c'est vraiment un bon move de faire ça? Je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà, maintenant il se joue différemment. Il donne tout autant de bonus trop cool. Il peut soigner vos seigneurs fantômes, il peut faire rip-hop un garde. Tout ça, c'est très précieux. Et c'est vrai que dans une armée fantôme, on aurait tort de ne pas en jouer 3 parce qu'ils vont être vraiment très, très, très utiles. Du côté des châssis garde fantôme, je ne vais pas faire une petite revue de datasheet. On en avait déjà parlé dans une émission précédente. C'était le 2e numéro de C'est notre projet, je crois. L'armée fantôme, à l'époque, j'avais déjà tout dit. Donc ça a un petit peu changé depuis. Genre les Wraith Guard avec des épées sont passés dégâts 2 et ils sont devenus très méchants. Bref, les gardes fantômes, les seigneurs fantômes, ils sont toujours aussi cool. Vraiment, je n'ai rien à redire de plus que l'émission que j'avais faite à l'époque. La bonne vieille armée fantôme. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ça. Si vous l'avez loupé, c'est une armée exceptionnelle. C'était une armée de 3000 points, l'idée par un avatar de Kane lui-même. Donc, voilà. Si je devais la refaire, je la referais exactement comme à l'époque. 20 gardes fantômes en 4 unités de 5,
toutes avec des options d'armes différentes, donc 2 cacs et 2 tirs. Naturellement, 3 seigneurs fantômes, un chevalier fantôme et quelques unités de rangers et de citoyens, et le tout couronné par un avatar de Kain. Ça me paraît être toujours la meilleure armée possible. Et donc, si on en reste sur Iron Dawn, un projet Iron Dawn, c'est toujours très très beau, hein, jaune et bleu, ça pète de couleurs, c'est trop cool. Et on peut insister, en fait, quand on peint du Iron Dawn, sur le côté maison. Un peu à l'image des clans de chevalerie de Seimhan, en fait, c'est construct. Ils vont être, vu qu'ils sont très nombreux, il a fallu en faire un peu d'organisation, et donc on a créé différentes maisons de gardes fantômes. Donc ça, en termes de sources, on trouve ça dans de vieux codex. Ça, ouais, on est un peu dans le même esprit que différents ordres de chevalerie, avec une héraldique très riche. Donc vous allez pouvoir un peu varier le schéma de couleurs Iron Dawn en ajoutant du rouge, du blanc, en découpant les choses, en faisant des mosaïques. Donc on a pas mal d'héraldiques dispo dans d'anciens codex, et vous les trouverez également sur l'Omnis Bibliotheca si vous êtes curieux. Mais là encore, un peu à l'image de l'armée Seimham, il sera tout à fait excellent de représenter plusieurs maisons de gardes fantômes. Voilà, comment rajouter une variété de rêves, hein, quelque part, à ce type d'armée. Et qu'est-ce qu'on va mettre en face de l'armée fantôme? Elle peut à peu près tout faire, hein, cette armée. On va pouvoir prendre notre revanche sur les tyrannides, hein. Ça peut être potentiellement kiffant, surtout face à de gros monstres, hein. Vos gardes fantômes de tir, ils sont quand même bien équipés pour dérouiller ce genre de gros cafards. Bref, peu importe le match, mais votre adversaire, il va être sans doute très très surpris de voir en fait des gros châssis aussi rapides et réactifs, hein. Ça, c'est vraiment cool. Et une autre manière de jouer ce détachement, c'est dans Board in Action. Vous avez un petit détachement enclume fantôme, donc qui aura vocation à regrouper 2 spirits et 10 gardes. Voilà, on est dans le même modèle que par exemple les détachements Terminator. C'est un détachement enclume, sans vraie surprise, mais toujours très très sympa, surtout en narratif, hein. Dès lors qu'il faille défendre des chambres fortes, par exemple, ce genre de détachement, il sera tout à fait cool. Bref, l'armée fantôme, c'est toujours aussi bien. Le lore de Iron Dawn, je vous conseille de le lire attentivement, c'est vraiment trop cool. Les couleurs d'Iron Dawn, c'est magnifique. On peut les varier en jouant sur les différentes maisons. Du côté des règles, tout est génial. Et en plus, cette armée fantôme, elle peut être jouée via le détachement générique, qui va rajouter encore plus de mobilité à vos constructs, et même s'accorder un petit plaisir de temps en temps à Board in Action avec un détachement dédié. Donc c'est toujours un projet qui me fait rêver, et il aura lieu en 2026, tant mieux, enfin, j'ai envie de dire. Passons maintenant à un détachement qui va être nettement moins haut en couleur. On va parler du Seer Council, c'est-à-dire le fameux Conseil des Prescients, qui est censé incarner le vaisseau monde de Ultwé. Donc, comme je vous l'ai dit lors de l'émission précédente, ici, on a un vrai problème du côté figurine. Parce que ce Conseil des Prescients, on a à tout casser 3-4 figurines différentes pour le représenter. Donc, c'est un peu chiche. Donc, d'office, ça pose quand même un problème. Donc, ce détachement, il va être dans la lignée de l'index tel qu'on l'a connu en V10. Il va reprendre le système de dés du destin. Donc, ça, on le connaît via d'autres factions. Chez les Sistas, c'est les dés de miracle. Ici, c'est les dés de destin. C'est tout simplement des dés magiques qui étaient à l'époque potentiellement horribles pour votre adversaire, parce que voilà, un petit coup de fuseur, le jet de dégâts, non, je prends un 6, je prends un 6 magique de dés de destin. Ah là là, qu'est-ce que c'est chiant. C'est vraiment horrible, ça. Mais du coup, ça a été réadapté pour l'occasion. Ces dés du destin, désormais, ils vont surtout vous servir à réduire le coût en points de commandement des stratagèmes. Donc vous réduisez de 1 PC les stratagèmes de ce détachement. Bon, sympa, c'est quand même un usage plus intelligent, je trouve, en termes du dé du destin. Et si je dois en venir à son âme, à ce détachement, donc le vaisseau monde d'Ultwé, Ultwé qui veut dire en langue Eldar la clairvoyance des damnés. Donc Ultwé, c'est quoi? C'est tout simplement un vaisseau monde sentinelle. C'est un vaisseau monde qui est tout proche, en fait, de l'œil de la terreur. C'est lui qui était aux premières loges lors de la chute Eldar. Il était un des derniers à avoir quitté, en fait, les mondes Eldar pour gagner l'espace, et Slaanesh est né quasiment dans la foulée. Depuis, en fait,
ils se retrouvent un petit peu prisonniers de cette zone à proximité de l'œil de la terreur. Et donc, ça fait des millénaires qu'ils sont là à surveiller les agissements du chaos depuis la chute. Mais en tout cas, cette proximité de l'œil de la terreur, elle a peut-être malencontreusement influé leur savoir-faire. C'est-à-dire que leur don de divination chez Ultoué, il a un peu dégénéré en pure prescience. Et une prescience qui va être utilisée dans des buts assez belliqueux. On va être pas mal dans la manipulation du sort des races mineures à l'avantage naturellement du vaisseau monde. Ce qui va leur donner en fait une réputation de versatilité et de malveillance. En plus, tu vois, ils sont fringués en noir. C'est un peu les Eldar gothiques, quoi. Donc, Ultoué, finalement, dans tous les conflits qu'ils engagent, eux seuls connaissent le véritable but de ce conflit. À force de manipuler les fils du destin, de faire les ramifications dans les chaînes de causalité, parfois on va voir le vaisseau monde d'Ultoué procéder à une attaque meurtrière. Personne ne va savoir pourquoi un raid sur une planète, par exemple, sur une colonie humaine. Personne ne va savoir pourquoi. Et le véritable but de ce genre d'opération, il va se dévoiler uniquement des millénaires plus tard, parce que le Conseil des pressions d'Ultoué joue la divination et manipule le cours du destin via des actes. Et donc bien souvent, suivant Ultoué, ce sont des actes de guerre. Donc Ultoué, ils sont un peu chelous. Hein. Ils sont vraiment insaisissables pour toute autre faction qu'eux-mêmes. Et donc, leur proximité de l'œil de la terreur, elle en fait un petit peu des parias au sein des communautés de vaisseaux monde. Tout le monde se méfie un peu d'eux parce que leur but, personne ne les connaît. Ils tissent les fils du destin là tout seuls dans leur coin, à proximité de ce que fut la naissance de leur némésis, Slaanesh. Donc Ultoué, clairement, c'est un vaisseau monde qui a pas beaucoup d'amis. Et j'ai envie de dire que le schisme récent avec Eldrad, Ultran et ses exilés Inari ne fait qu'enfoncer le clou. Hein. C'est vraiment un vaisseau monde en marge, un vaisseau monde sinistre et un vaisseau monde qu'on va avoir un petit peu de mal à incarner sur table. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de figurines et il y a un autre grand absent de tout ça, ce sont les gardiens noirs d'Ultoué. Ultoué est un vaisseau monde avec très peu ou pas du tout de temples de guerriers aspects. Par contre, leurs citoyens se sont véritablement spécialisés. Et donc historiquement, dans pas mal de versions de Warhammer 40 000, on avait cette datasheet des gardiens noirs qui étaient bien plus méchants que le gardien standard. Ça n'existe plus malheureusement. Donc on n'a pas vraiment de figurines pour faire des prophètes, on n'a pas de gardiens noirs. Ça commence à sentir pas bon. Du côté du détachement, si je vous fais un petit listing vite fait, on trouve des améliorations qui vont par exemple améliorer les portées de nos armes psychiques. Pourquoi pas? On va également trouver un petit vect qui va forcer votre adversaire à dépenser plus de PC pour utiliser ses stratagèmes. Un -1 touche et un -1 blesse en même temps sous la forme d'un stratagème. Ça c'est vraiment très très balèze. Sur l'unité de votre choix, -1 touche plus -1 blesse, c'est quand même cool. On va pouvoir faire des frappes en profondeur instantanées dès lors qu'on est proche d'un Psyker et également avoir un petit low-nope à 18 pouces. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf et je ne ressens que peu ou pas du tout ce qui est censé être en fait la pression psychique de ce genre d'armée. On aurait aimé quelque chose qui approche carrément par exemple le gameplay Thousand Sons, c'est-à-dire une armée entière portée par les vents de magie. Donc là, ça aurait été cool de nous donner accès à des grands prophètes en pagaille, à des gardiens noirs, à des gardiens plus spécialisés. Là, en fait, je ne trouve rien de ce qu'est Ultoué dans ce détachement. Il n'y a pas de figue. Les règles, elles incarnent, à mon sens, que dalle. C'est vaguement psychique, mais franchement, à peine. C'est vraiment à peine. C'est pas terrible. Et donc, les stratagèmes puent du cul. Et votre règle de détachement, elle consiste à diminuer le coût en PC de ces stratagèmes. Donc vous voyez le problème. Là, clairement, on n'a pas envie de jouer ça. Pourtant, Ultoué, c'est trop bien. Ça peut être un vaisseau monde magnifique. C'est d'un noir sombre avec un os blanchi et des touches de jaune. Ça peut être de toute beauté. Ça peut être vraiment très très grimdark, un vaisseau monde Ultoué. Mais là, en termes de règles, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne vois pas le moindre intérêt dans ce détachement. C'est ni psychique,
Il y a pas cette idée de prescience non plus. Il y a pas la moindre forme de divination dans ce gameplay-là. Donc vraiment dommage. Ultoué méritait bien mieux. À vrai dire, par le passé, il a déjà eu beaucoup mieux. Là, je comprends pas. Ce détachement est nettement en dessous de tous les autres. Pour le joueur Ultoué, c'est bien dommage, quoi. Allez, il est temps maintenant de parler du détachement citoyen, le détachement Guardian Battle Host. Donc, l'armée de citoyens génériques, on se dit, ouais, bon, jouer des gardiens, ok, cool story. Ben, en vérité, c'est beaucoup plus séduisant qu'il n'y paraît. Parce que une des meilleures manières de profiter de ce détachement, naturellement, ça va être la création de votre propre vaisseau monde ou la reprise, par exemple, d'un vaisseau monde plus underground. Il y en a un paquet des vaisseaux mondes. Là, on en connaît 5-6 de très célèbres, mais il y en a énormément d'autres, de plus petits, qui parfois disposent d'un lore assez conséquent. Donc là-dessus, je ne peux que vous renvoyer vers l'Omnis Bibliotheca pour avoir toutes les sources qu'il faut. Ce détachement, donc, il est cool, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, la règle de détachement, elle paraît un peu brutale. C'est-à-dire que dès lors que vous allez tirer depuis un objet ou alors tirer sur une unité qui elle-même occupe un objet, ça vous donne un +1 hit. Mais surtout, sur toutes vos unités de gardiens. C'est-à-dire que l'intégralité, parce que voilà, soyons honnêtes, tirer depuis un objet ou tirer sur une unité qui en occupe un, c'est 90% des tirs en vérité. Donc votre armée entière de gardiens, elle va toucher à 2. Donc c'est quand même très vilain. Toute une armée qui touche à 2, là, avec des catapultes shuriken, c'est un peu des custos, les mecs. Ils sont vraiment très, très déterminés. Ils expliquent ça de manière très bancale via le lore. Bon, je vous laisse découvrir ça de votre côté. Côté lore, c'est pas terrible. Donc, c'est pour ça qu'on va créer le nôtre pour ce propre détachement. Donc, une armée entière qui touche à 2. Très bien, on prend. Du côté des améliorations, donc là, on va parler de tous les personnages qui pourront leader naturellement des gardiens. On va pouvoir leur donner un OC de 5, faisant véritablement d'une unité de gardien un truc mais indétrônable en termes d'objectif contrôle. Et là, il y a un truc énorme. C'est que sur un de ces personnages, on va pouvoir lui donner une relique qui va faire de 2 de vos escouades de gardiens de votre armée des infiltrateurs. Et là, naturellement, on pense tout de suite à une unité très très boudée. Ça va être les gardiens de choc. Vous allez pouvoir avoir 2 escouades de 10 gardiens de choc qui vont jouer les infiltrateurs. Ça, c'est énorme, on y reviendra. Une autre amélioration vous permet de déclencher de l'Overwatch sur du 4+. Là, idem, une tempête de catapultes shuriken en Overwatch sur du 4+, c'est pas vilain. Et une dernière amélioration va donner à vos escouades de gardiens de choc, donc les gardiens de corps à corps, une reroll de toutes les armes Flamer et Fusion. C'est-à-dire que vos quantités de touche auto au lance-flamme, vous allez pouvoir les reroll gratos, et idem pour vos dégâts de fuseur. Vous commencez à voir le truc, on commence à parler de gardiens qui en veulent. Du côté des stratagèmes, on va trouver une reroll des blesses contre une unité qui occupe un objet. Gros boost d'attrition quand même, je vous rappelle qu'on touche déjà à 2. Reroll bless, ok, très bien. Un autre strat va vous donner à vous un -1 bless si vous occupez un objectif. Très très cool. Un autre strat très très sympa va donner à votre escouade de marcheurs de combat un tir gratuit dès lors qu'une de vos unités de gardiens va être détruite. Donc c'est une vengeance. Admettons, voilà, il y a une escouade d'intercessors qui envole vos gardiens à coups de bolter. Un petit PC et vos marcheurs de combat vont avoir une phase gratuite durant le tour ennemi qui va consister à tirer sur cet agresseur. Donc à coups de catapulte shuriken, de lance de lumière, etc. et de lance-missiles. C'est pas dégueu quand même, c'est pas dégueu tout ça, une bonne petite vengeance. Un autre strat va donner à vos escouades de gardiens une advance et charge avec une advance auto à 6. Là, c'est violent, Advance et charge avec Advance Auto Assist. Tu fais wow! C'est quasiment des motos-jet, les mecs. C'est assez fou.
Un autre strat va donner à tous vos gardiens et ses catapultes shuriken le mot-clé pistole. Donc dès lors que vous êtes un peu embourbé au corps à corps, vous allez pouvoir tirer à bout portant avec vos catapultes shuriken. Et pour finir, un strat qui va vous permettre de faire une remise en réserve d'une escouade de gardiens. Sauf que vous allez la remettre en réserve à full effectif. Ouais. Admettons, vous vous faites quand même bien fumer, il vous reste 2 gardiens de votre escouade. À la fin de la phase de combat de votre adversaire, vous le remettez en réserve, il repasse à 10 personnes et hop, il redébarque sur un flanc dans la foulée, pleine puissance. Bon les gars, là on parle d'un détachement très sérieux, en vérité. Ça va être un gameplay horde de gardiens. Ça fait peur, en vérité. Ça fait peur. Évidemment, c'est des chips, mais on n'oublie pas qu'on a plein de trucs pour les protéger. On a des transports. Non, cette armée, elle est potentiellement géniale et je trouve qu'elle va à merveille à un projet de vaisseau monde custom. C'est vraiment très 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 bon, donc ça vaut le coup qu'on s'attarde sur quelques datasheets, les datasheets les plus liés à toutes ces petites règles. Donc on va parler naturellement des gardiens Defenders, dont ce sont les gardiens de tir qui sont tous équipés de catapultes shuriken, qui ont accès également à une plateforme d'armes lourdes sur laquelle on va avoir envie quand même de mettre un truc méchant. Clairement, là, pas de canon shuriken. Non, là, faut faire péter le lance-missile ou la lance de lumière. Ce sera tout à fait précieux. Et n'empêche que dans une armée de type horde avec des gardiens, des lances de lumière, vous allez pouvoir quand même en aligner un petit paquet. Leur règle, leur habileté principale, elle est très sympa parce qu'elle va vous permettre de faire la manœuvre agile fade back gratuitement, c'est-à-dire sans dépenser de token de Battle Focus. C'est celle qui consiste tout simplement à avoir droit à un move de D6+1 dès lors que vous faites tirer dessus. Donc ça, vous pouvez la spammer. C'est-à-dire que même si vous avez fait durant le même tour cette manœuvre agile, vous pouvez la répéter avec cette escouade de gardiens autant de fois que vous le voudrez. Donc très bon, une excellente mobilité et une excellente réaction face à l'agression ennemie. Quant à la catapulte shuriken, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est une très bonne arme de saturation, de tir, force 4, PA-1, seulement la portée n'est que de 18 pouces. Cependant, du mouvement, vous l'avez vu, il y en a tellement partout que le 18 pouces, vous n'aurez pas vraiment de mal à les atteindre. Et puis, autrement, on peut également débarquer d'un transport, ça fera tout à fait la blague. Si j'en viens maintenant aux gardiens de choc, donc les fameux Storm Guardians, donc c'est la version de corps à corps. Leur petite plateforme, cette fois, elle leur sert à avoir une petite sauvegarde en vue à 5+. Donc ça, on accueille ça de manière tout à fait cool. Par contre, c'est du côté de l'armement qui va se passer des trucs, parce que dans une escouade de 10 gardiens, vous allez pouvoir en mettre 2 avec un lance-flamme, 2 avec un fuseur, et 2 de plus vont pouvoir être équipés de Power Sword, donc une petite épée énergétique qui est quand même assez sympa. Donc quand même une bonne puissance de feu, ces petits mecs, que ce soit pour de l'Overwatch ou pour tuer du véhicule. Bon, c'est du fuseur force 8, pour déglinguer quand même du blindé léger, c'est plutôt cool. Et n'oubliez pas qu'on a une amélioration qui nous permet de relancer les dés de ces petites armes spéciales. Et leur habilité principale, c'est d'avoir le Sticky Objo. Donc pour rappel, on peut avoir 2 escouades de ces mecs-là en infiltrateur. Vous êtes carrément en mid-borne, vous stickez l'objo et vous allez foncer, agresser votre adversaire qui est encore dans sa zone de déploiement. Si besoin, vous claquez la petite manœuvre agile, empêchement de faire un tir en Overwatch. Et là, le gars, mais vous allez vraiment l'emmerder. Vous l'enfermez chez lui, vous lui donnez des coups de fuseur, des coups de lance-flamme. Sur un petit coup de chance, vous parvenez à fumer un véhicule léger ou quelques motos dans la foulée. C'est très agressif en vérité comme gameplay et en plus vous conservez les 2 objectifs desquels vous êtes parti. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool là en termes de gameplay, c'est vraiment très cool. Pour embarquer tout ce petit monde, naturellement, on a le Wave Serpent qui va être assez incontournable dans ce détachement-là.
Un Wave Serpent qui est quand même pas vilain en termes de résilience parce qu'il a 13 PV en du 9, une invue à 5 et son petit bouclier, là il est très cool, c'est une règle qui est apparue dans ce codex, il va vous mettre un -1 bless dès lors que l'arme de l'agresseur sera plus haute. Donc typiquement un canon laser qui est censé vous blesser sur du 3, vous allez lui dire non, tu ne me blesseras que sur du 4. Donc quand même pas mal, hein. Petite mécanique de résilience assez cool. Et puis c'est une plateforme de tir pas trop mal, mais qui ne veut pas en faire des caisses, hein. C'est-à-dire que voilà, vous allez pouvoir avoir un canon shuriken et une lance de lumière, par exemple. Franchement, on prend. Je vous ai dit, hein, dans cette armée, avec de nombreux gardiens, des lances de lumière, vous allez pouvoir en aligner quand même un petit paquet. Donc, vous êtes à la fois très horde, avec beaucoup d'antichars. En gros, ça fait vraiment peur, quoi. Et si on doit parler vite fait des War Walkers, hein, donc ces marcheurs de guerre Eldar, 6 points de vie en du 7, 1 vue à 5, encore une fois, ils ont un mouvement d'avant-garde de 9 pouces, ce qui fait que vous serez quasiment à portée et à ligne de vue de tout ce que vous voudrez. Et donc là, c'est un peu un best-of de toutes les armes Eldar. Vous pouvez les fabriquer un peu en mode anti-infanterie, par exemple avec 2 scatters laser, ça peut faire très mal, ou 2 lances de lumière, hein, naturellement. C'est quand même pas donné en points, 85 points pièce, ça coûte un peu cher, on peut en faire des unités de 2, ça prend assez vite la poussière à mon avis, mais néanmoins c'est quand même des plateformes de tir qui sont plutôt cool, quoi. Et en plus, à l'image de la Viper, elle va pouvoir faire un peu une acquisition de cible via ses viseurs cristallins. C'est dans votre phase de tir, dès que vous shootez sur quelque chose, eh bien ce quelque chose, tout ce qu'il va le cibler ensuite va améliorer sa PA de 1. Typiquement, j'ai un Warwalker, je bourrine une escouade de Terminator, je lui fais pas grand chose certes, mais à partir de maintenant, tous mes gardiens qui vont leur tirer dessus, ils vont tirer avec des catapultes shuriken à PA-2. Voilà, c'est quand même pas rien. D'améliorer la PA, donc un peu à l'image d'un Storm Speeder Space Marine, c'est très 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 utile, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout, ces petits marcheurs de guerre. Et si j'en viens à une petite idée de liste, eh bien comme pour la liste Same Am, je vous propose un truc à 1500 points, tout à fait sympa. Ça regroupe un grand prophète, un warlock, 2 escouades de gardiens défenseurs, 2 escouades de gardiens de choc qui seront naturellement infiltrés. On a 2 waves serpents, 2 plateformes de tir Shadow Weaver, ça c'est un autre truc auquel on a accès dans ce détachement qui peut être très sympa. Des petites plateformes d'artillerie menées par des gardiens citoyens du vaisseau monde. Pourquoi pas. Ensuite, on a 2 escouades de 2 War Walkers, l'une anti-char, l'autre anti-infanterie. Et afin d'ajouter du punch définitif à ce type de liste, je vais y ajouter 2 Fire Prism. Les Fire Prism, c'est une arme tout simplement monstrueuse pour l'anti-char. Et en plus, ils peuvent partager leur ligne de vue. Ils pourront bénéficier des bonus d'un grand prophète à pied, une reroll de hit par exemple. Bref, c'est quelque chose de profondément menaçant. Donc là, je suis sur une liste horde, mais pas trop en vérité. Il n'y a que 40 gardiens. Je pense que vraiment le plein potentiel de ce type de liste, il sera atteint en jouant par exemple 60. Hein, c'est-à-dire, je pense que les gardiens de choc, on va en jouer que 2 unités, qu'on va mettre en infiltré parce que c'est beaucoup trop cool pour ne pas être fait. Et ensuite, 4 escouades de gardiens avec des catapultes, 2 dans des transports, 2 à pied dans la zone de déploiement. Ça peut être vraiment terrible, hein, comme projet. Et naturellement, là, ici, niveau véhicule, on met ce qu'on veut parce que ces véhicules, ils sont également pilotés par des citoyens Eldar au cœur de ce détachement. Donc, il n'y a jamais rien qui ne va dénoter par rapport à ça. On va juste éviter, je pense, le Falcon parce que le Falcon a une capacité d'embarquement plus petite qui encourage plutôt à jouer du guerrier aspect en multiple small unit. Ici, on joue que des escouades de 10. On a besoin de wave serpent. Et comme si ça ne suffisait pas à rendre ce détachement très attractif, eh bien, on a également un petit détachement boarding action qui se nomme le Protector Host, qui est complètement dans le même esprit citoyen de vaisseau monde. Ce détachement, il est extrêmement sympa parce qu'il va donner à tous vos gardiens, au demeurant un peu mou,
tout ce dont ils ont besoin pour ne jamais être ridicules, que ce soit en termes de punch ou de résilience. Vous allez pouvoir leader en fait ce type d'armée par un autarque. C'est vraiment cool, hein. Ça fait aussi bien du tir que du cac. Vos catapultes shuriken, elles peuvent être monstrueuses. Vous avez des bonus en état d'alerte, vous avez des bonus de mouvement. Tout est bon dans ce détachement. Il est très simple en plus à réunir. C'est assez vite fait, hein. Un autarque, 3 escouades de gardiens. Qu'est-ce qu'on peut... Bon, alors non, on va dire 4 escouades de gardiens, hein. 2 de choc, 2 défenseurs, plus un autarque. Vous avez un détachement à boarding action de rêve. Il doit être extrêmement sympa à jouer. Là, vos gardiens de choc, ils vont prendre une autre dimension avec vos lance-flammes et vos fuseurs. C'est une certitude. Bon, et puis je suis bien obligé d'en parler un jour, mais naturellement, on a un détachement 100% dédié au guerrier Aspect, le Aspect Host, qui est ni plus ni moins que la grande star, hein. Donc je me suis pas du tout intéressé aux sphères compétitives qui jouaient Eldar. Donc je ne sais pas s'il joue ce détachement-là ou le générique, le War Host. Je penche pour le générique War Host parce qu'il est tellement riche en termes de synergie avec les manœuvres agiles. Ça m'étonnerait que cet Aspect Host remporte le dessus en termes de puissance. En termes de règles, c'est un peu tristoun en vérité. À chaque activation d'une unité de guerrier aspect, que ce soit au tir ou au corps à corps, vous allez pouvoir choisir une reroll D1, soit à la touche, soit à la blesse. Bon, c'est pas passionnant en vérité, hein, c'est pas passionnant. Mais ça s'explique sans doute par le fait que les guerriers aspect ont tous en fait des datasheets déjà assez velus en termes de règles spéciales. Donc à mon avis, ils n'ont pas voulu en rajouter 36 couches non plus. Ce qu'on note, c'est, à mon sens, la présence qui doit être indispensable de l'avatar de Kain, car il a accès à la plupart des stratagèmes. Ça vous est souvent précisé, ces stratagèmes fonctionnent sur les hosts aspect et sur l'avatar. Du côté des améliorations, naturellement, c'est la fiesta autour des autarques, hein, tout leur est dédié. Un autarque, vous allez pouvoir lui donner à la fois le mot-clé précision et donner plus 1 dégât sur toutes ses armes. Donc là, on parle vraiment de l'aspect du meurtre qui va le rendre vraiment très fort, hein. Sur certains autarques. Dépendant de leur équipement, ça peut être extrêmement balèze en faisant véritablement un vrai assassin de personnages ennemis. Une autre amélioration va vous donner accès aux 2 rerolls dont on a parlé pour une unité, mais en même temps, c'est-à-dire que cette unité aura la reroll des 1 touche et blesse, très cool. Une autre amélioration donne à votre unité un -1 blesse au tir. Quand on est une chips, on prend toujours. Et la dernière, quant à elle, vous rajoute +1 à l'objectif contrôle de toutes les figurines de votre unité. Donc côté amélioration, vraiment, tout est bon. Du côté des stratagèmes, en fait, on se rend compte qu'ils synergisent avec les petits tokens, enfin avec les petits pions des aspects shrines, les petits hôtels là, qui vous sont livrés avec chaque escouade de guerriers aspects. Donc en général, ces trucs-là servent de bonus, genre changer le résultat d'un dé. Ici, en fait, si vous vous en débarrassez lors de l'usage d'un stratagème, ça vous débloque des bonus supplémentaires. Donc je ne vais pas revenir sur l'intégralité de ceux-ci. Néanmoins, dans les stratas, on trouve des trucs très utiles, comme un strata qui va vous permettre d'ignorer tous les modificateurs, y compris ceux de dégâts, hein. Un strata qui vous donne du Fight on Death sur du 4+, le strata qu'on avait déjà vu dans le War Host, c'est-à-dire le réembarquement dans un transport qui se trouve à 6 pouces de vous. Là, quand on joue du guerrier aspect, ce truc est littéralement indispensable, surtout pour les guerriers aspect de tir. Un strata qui est assez délirant, qui fait de votre avatar un truc de fou. Son tir va passer à 8 dégâts. Voilà. Donc ça, on prend. Un avatar qui a un gros coup de folie là durant une bataille, qui passe à 8 dégâts sur son arme de tir, c'est très très cool. Le reste est honnêtement très très classique dans ses mécaniques et la plupart du temps c'est de l'attrition. Bon, quel est le projet derrière tout ça ? Le projet guerrier aspect, c'est le carnaval, hein, les gars. Ici on va véritablement se lâcher. Cependant, il y a une problématique en fait dans la construction de ce type de projet. On se dit, mais que faire des transports ? En gros, est-ce que cet host aspect
Je le prends comme une force un petit peu indépendante ou est-ce que je le conceptualise comme faisant partie prenante d'un vaisseau monde dont les couleurs se retrouveront sur les transports. Et là, en guerrier aspect, ça sera surtout le Falcon qui sera à la fête. Bref, ça demande réflexion. Soit on joue un truc full aspect, que des guerriers aspect avec des transports, soit on fait un petit mix, quoi. Soit on fait un mix citoyen et guerrier aspect. À mon sens, c'est quand même le projet le plus sympa. Par contre, en termes d'accord de couleurs, il faut un peu conceptualiser. Donc là, il y a plusieurs moyens en vérité. Par exemple, quand on joue Same Am, ajouter par exemple des araignées spectrales dont le schéma est rouge, blanc et noir, ça fera tout à fait la blague. Ou dans un vaisseau monde Bialtan, si on aligne des scorpions qui sont verts, ça le fera tout autant. Dans une armée de Ultué, des faucheurs noirs ou des dragons de feu, naturellement, vont bien s'incarner. Mais là, on est sur tout simplement de la similitude de schéma de couleurs. Si on veut pousser plus loin l'intégration, faut reprendre quelques idées, comme celles que j'ai émises en début d'émission. Par exemple, une armée Same Am dont les lumières seraient bleues, ce bleu, on le retrouverait sur des aigles chasseurs, par exemple. Vous faites une armée de Halétoc avec des lumières oranges, cette lumière orange peut être utilisée sur des dragons de feu, etc. Là, en termes de peinture, en vérité, il y a moyen de pousser assez loin le concept. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai conceptualisé moi-même pour mon projet Eldar de l'année prochaine. Je vous en dirai plus quand ce sera commencé. Mais voilà, faire une armée de guerriers aspect, ce n'est pas si évident. Déjà, ce sont des figurines difficiles à peindre, on va pas se mentir. Le gardien Eldar, il a un châssis plutôt propre, plutôt évident. Le guerrier aspect, là, on n'est pas sur la même tambouille. L'armure, elle est mais extrêmement détaillée. Depuis qu'ils les ont tous refaits, honnêtement, c'est pire encore qu'avant. Regardez les scorpions. Les scorpions Eldar à peindre pour... Ah, c'est chaud. Là, le surlignage, il est vraiment chaud. C'est très compliqué. Mais en tout cas, il y a plusieurs moyens en fait de jouer aspect. Soit on se fait un projet complètement délirant, complètement carnaval. Et limite, si vous rajoutez des harlequins à la troupe, ça ne fera qu'enfoncer le clou. Ou soit vous conceptualisez la chose comme étant membre à part entière d'un vaisseau monde, donc vaisseau monde que vous aurez choisi au préalable. Donc tout est possible. Des guerriers aspect, moi, en fait, dans ce codex, je les vois presque comme des alliés, en vérité. J'ai du mal à les voir dans une forme unique, quoi. Vraiment un host aspect unique. En plus, ça peut vite tourner à la bouffonnerie dès lors qu'on inclut 1, 2, voire 3 Seigneur Phoenix. Je sais que c'est ce qui est joué, actuellement, c'est ce qui est joué en tournoi. T'as 10 dragons de feu avec Fouégan, évidemment, qui vont dans un Wave Serpent dans lequel ils peuvent réembarquer après avoir tiré. Par contre, je sais pas quel détachement ils utilisent. Mais bon, ça c'est le genre d'unité, mais archi pété, ça doit coûter 400 points. Quel que soit le truc sur lequel vous tirez, rien ne peut survivre à ça. Je me demande s'il serait pas foutu de fumer un titan Warhound en une seule phase de tir. C'est tellement puissant, vous imaginez pas. Il relance tout, les dragons de feu, il relance le hit, la blesse et les dégâts. C'est une folie furieuse. Bon, là, côté guerrier aspect, honnêtement, le truc est trop gros pour que je vous dévoile en fait les datasheets. Il y en a trop, c'est trop long, il y a énormément de règles spéciales. En tout cas, toutes ces unités ont un charme de ouf. J'en vois pas vraiment qui soit en dessous. La plus impressionnante, naturellement, demeure les dragons de feu, parce qu'ils ont une attrition, mais peut-être la plus vénère du jeu entier, sans déconner. C'est aussi fort que des Eradicators, mais sauf qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux, les mecs, quoi. Et puis ils sont beaucoup plus rapides, donc ça n'a rien à voir que l'Eradicator, tu vois, il la traîne, sa grosse armure Gravis, quoi, avant d'arriver au contact de fusion. Un Eldar, Wave Serpent, manœuvre agile, je débarque, j'ai un move réactif, allez, ciao, tu vois, c'est hyper vite fait d'arriver à portée de fusion avec ce type d'unité. Bref, l'armée guerrier aspect, je vais pas en dire plus pour aujourd'hui, je pense qu'il y a trop à dire. Et je n'en ai pas dit plus non plus lors du Battle Focus, donc peut-être bien qu'un jour, il y aura une émission spéciale guerrier aspect. Tiens, appel à candidature. Tu aimes les guerriers aspect, tu es au point sur le lore, éventuellement tu les joues, viens boire un petit coup à la maison, on se fait une petite émission tous les deux et j'offre le poulet rôti.
C'est une promesse, hein. Qui veut postule. J'ai envie de faire une petite émission guerrier aspect en duo où on reviendrait bien sur le lore, hein, évidemment, de tous les guerriers aspect et toutes les datasheets et les petites règles. Très cool. Bon, pour aujourd'hui, j'en reste là. En tout cas, naturellement, encore une fois, cette armée de guerriers aspect, vous allez pouvoir la jouer via le détachement générique. Et là encore, on trouve un petit bonus board in action, les mecs, et c'est trop cool. Ça s'appelle la flèche de Kane. On en avait parlé dans l'émission Rêve d'abordage avec Xavier. Ce détachement est top. Jouer un autarque là-dedans avec que des guerriers aspect, c'est trop bien. Le professeur KO, il y a eu droit il y a pas longtemps en réunion Super Warp. Ça a l'air trop bien. J'ai envie de le faire en vrai. Bon, ça encore, ça attendra l'année prochaine pour avoir quelque chose de présentable sur table. Bon, c'est la fin les gars. On va retrouver juste en petit bonus un détachement grosse masse qui s'appelle le Armored Warhost, qui est tout simplement un détachement véhicule Eldar. Honnêtement, il est très sympa. Il jouit en fait de toutes les mécaniques qu'on a retrouvées durant décembre dernier au sein de ces détachements véhicules, que ce soit celui Custodes, celui Necron. Ils étaient tous vraiment très bien, très jouables. Ici, ce détachement véhicule en Eldar, bon là évidemment, il en faut assez pour pouvoir jouer ce type de liste. C'est encore une fois des bonus de partout, des bonus de mouvement, excusez-moi, des bonus de mouvement de partout, rendant vos véhicules, mais enfin, ça en fait de vrais prédateurs à ligne de vue. Ça doit être sympa comme tout à jouer. Néanmoins, j'en avais déjà parlé dans les émissions grosse masse de ce détachement, donc je m'arrête ici. Ce qui met donc fin à cette review Codex Aeldari. Ouais, mais attends, il est où le vaisseau monde à l'étoque là? Mais il est où le vaisseau monde à l'époque, les mecs? On a toujours eu un détachement axé Rangers. Dans les codex Aeldari, ça a été le cas encore en V9. Où est-ce qu'il est passé le vaisseau monde à l'époque? Où est passé le gameplay Corsair Rangers? Bon. À mon avis, les gars, ça va être une des prochaines nouveautés Game Workshop. Le prince Iriel va bientôt faire son retour. On ne sait pas de qui il sera accompagné, mais à mon avis, il y aura quelque chose. Et je pense que le vaisseau monde Aletok fera son retour très bientôt. Pourquoi pas avec une nouvelle Viper, pourquoi pas avec des corsaires, avec le prince Iriel et tout, une nouvelle unité surprise, ce sera trop bien. Ah, j'aimerais bien. Bref, Aletok, je pense qu'on en entendra parler dans pas trop longtemps. Avec le détachement qui va avec. Et autre question, mais où sont ces foutus Inari? Eh bien les gars, la réponse à cette question se trouvera dans la prochaine émission, bien entendu. Car oui, ce détachement dévot de Ined, il est tellement incroyable, qu'il méritera une émission à part entière, les amis. Donc on se retrouve bientôt pour le 3e, mais pas forcément dernier volet des émissions Eldar, et ce sera naturellement c'est notre projet en bonne et due forme. J'espère que cette petite review de Codex vous aura plu. Je n'ai pas parlé de tout, comme je vous l'ai dit, c'est un énorme Codex, un énorme morceau qui n'est absolument pas décevant. Vraiment, la principale doléance, je pense que c'est Ultway. Ah, c'est vraiment déconné, là, il n'y a aucune saveur dans Ultway. Le détachement Harlequin est un petit peu générique, mais honnêtement, il doit rester très très sympa à jouer. Mais Ultway, là, ils ont merdé. Ils ont vraiment merdé Ultway. Ça viendra peut-être un jour lorsqu'ils nous sortiront un vrai kit de conseil des pressions ou de gardien noir, par exemple. Ce serait, ma foi, de fort bonne aloi. Les gars, on est sur une émission marathon, là. Putain, je suis fatigué, hein. Ouais, je suis fatigué. C'est fatigant, les Eldar, et encore une fois, je n'ai fait que gratter la surface. Bref, tout ceci sera recreusé dans pas bien longtemps. Faites-moi confiance. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. N'oubliez pas que le 20 décembre se déroule une partie Apocalypse organisée par Ruralammer dans une salle de concert. C'est proche de Paris et vous aurez bien tort de louper un truc pareil. Ça va être énorme, les gars. Je commence à dessiner l'effectif. J'ai très très hâte. Il va y avoir du titan de partout. Ça va être GG. Donc n'hésitez pas. Les inscriptions sont encore ouvertes pour aller
maximum une dizaine de jours. Hein. Il faut vraiment que il faut que le 10 décembre, j'ai l'effectif définitif. Donc grouillez-vous, venez fêter Noël avec nous, avec des bibines, des titans et de la bonne humeur. Je vous dis à plus tard les mecs, sur le Discord, sur Instagram. Si vous faites vos petits achats de Noël, n'oubliez pas de jeter quelques grains de maïs à la ruralité via le lien d'affiliation My Hobby Place. Ah, je suis essoufflé, putain. Allez, faut que j'aille me coucher. Je vous fais des bisous, les mecs. Bon hobby, bon jeu, bonne peinture, bonne lecture. Tout ceci est passionnant. Je vous dis à plus tard.